Bienvenue dans l'arrière-boutique, le podcast des petits e-commerçants ambitieux. Nous sommes Théo et Victor, un duo d'experts en marketing digital. Nous accompagnons au quotidien les petites entreprises à générer de la croissance. L'objectif de ce podcast est d'interviewer des experts du e-commerce, des e-commerçants pour t'inspirer, te challenger et t'aider à développer tes ventes. Anecdotes, astuces et apprentissages, on te propose de plonger au cœur des enjeux du e-commerce et de découvrir les secrets qui se cachent dans l'arrière-boutique. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'arrière-boutique pour ce deuxième épisode du podcast. Je suis en compagnie de Théo Fonvieille et aujourd'hui on reçoit Kevin Neuscheutre, expert SEO, pour parler SEO et e-commerce. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. Ça va super, merci. Cool. Aujourd'hui, on va parler de comment bien appréhender ce levier si vous êtes un e-commerçant et des différentes choses à mettre en place pour générer un max de trafic organique. Mais avant ça, Kevin, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton parcours ? Du coup, moi c'est Kevin, consultant SEO. J'ai passé 1 an en agence. Aujourd'hui, je suis de nouveau en freelance. Je suis principalement spécialisé sur la technique. J'ai travaillé avec pas mal de grosses plateformes e-commerce pour récupérer du budget de crawl et des grosses problématiques techniques. Mais c'est mon domaine un petit peu. Ok. Top. Tu as fait des études là-dedans ou c'est quelque chose que tu as appris en autodidacte ? J'ai appris d'abord en autodidacte, ensuite j'ai beaucoup appris en agence. Ça, je vais pas nier ça. Franchement, j'ai beaucoup appris chez Arquet. Et Ouais. ensuite, reconnaissant là-dessus, franchement, c'était très formateur. Et j'ai aussi appris en formant, parce que j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps. Donc, le fait de créer une formation te forme aussi toi-même, ça aide beaucoup. Ouais, comme tu dois synthétiser un peu tout ce que tu sais, tu réenrichis un petit peu par-dessus. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a pas mal de profils SEO au final qui n'ont pas forcément de formation dedans Ouais. et qui sont plus en autodidacte ou qu'ils ont appris sur le temps en agence ou en free. C'est assez intéressant. Ouais, bah c'est un petit peu ça. Moi, tous les profils SEO que je rencontre, souvent, ils ont été soit webmaster, soit dans web design, soit dans d'autres trucs. Et en fait, des développeurs qui ont au fur et à mesure pris des compétences pour arriver vers là. Toi, tu étais plus profil développeur, j'imagine? Ouais, c'est ça, ouais. C'était principalement développeur. On a il y a un pote à moi avec qui je travaille depuis 7 ans maintenant. On a une activité de création de sites. Et du coup, nous, notre credo, c'était vraiment de faire des sites 100% opti, 100% performance. Et parce qu'il y avait un petit peu cette logique SEO derrière. Et Ouais. après, j'ai commencé un petit peu à plus creuser le sujet. Et je me suis dit, en vrai de vrai, dans le marché du SEO aujourd'hui, il y a pas mal de consultants qui sont spécialisés sur certains aspects, mais il y a quand même assez peu de consultants qui savent vraiment comment fonctionne un site concrètement, qu'est-ce qui se passe sur un site. Ouais. Et du coup, je me suis spécialisé sur cet aspect-là, on va dire. Ok, ouais. C'est super intéressant et ouais, je suis d'accord, il y a beaucoup de consultants SEO qui ont aussi pas cette vision dev technique et qui comprennent pas certains aspects et c'est super intéressant d'aller creuser un peu plus ce sujet-là qui est super important. Ouais, c'est vrai que ça reste des machines, hein. Oui, c'est ça reste des machines et vraiment, t'as un fonctionnement spécifique et moi, je trouve ça ultra intéressant. Vraiment, quand tu ouvres les entrailles et tout et que tu comprends comment ça marche, moi, je trouve ça grave cool, mais bon, faut être passionné, quoi. Ouais, carrément. T'as un CMS de préférence ou Mon CMS de préférence, ouais, ça serait WordPress, en vrai. En headless, par contre. Du coup, juste s'en servir pour hoster le contenu. En gros, c'est pas spécialement une préférence d'un point de vue technique, mais c'est plus que les clients, en fait, savent s'en servir. Donc, du Oui. coup, autant utiliser une solution qui parle aux clients, en fait. Ah oui, Tu, ok, ouais. tu peux définir headless? Headless, en gros, c'est le fait de se servir de WordPress uniquement pour la partie admin. Donc, tu stores les contenus, tu stores tous tes produits, etc. dedans. Pour ton Mais tableau c'est de pas, bord. voilà juste le tableau de bord. Mais tu vas pas utiliser directement des thèmes. Tu vas pas installer un thème. À côté de ça, tu as un site qui est développé sur mesure. Et quand tu changes des choses sur ton CMS WordPress dans le dashboard, c'est actualisé sur ton site qui a été développé sur mesure. Et l'avantage, c'est que tu as vraiment le côté, pour l'utilisateur, tu as vraiment le côté friendly de WordPress, mais tu as la flexibilité du dev sur mesure. Ouais, ok. Et peut-être pour les personnes qui pourraient être intéressées, en termes de tarification sur des formats headless, on est sur un tarif un petit peu plus élevé que quand on utilise un template qui est déjà prédéveloppé. Ouais. Tu me confirmes. Et
on serait dans quelle échelle si on devait donner pour un e-shop à quelqu'un Je crois que le plus petit headless qu'on a fait, on est à 10 000 euros. Ouais, C'était le plus petit headless qu'on ait fait. Nous, après, on a augmenté un peu nos tarifs. On est plus sur du 15 000 euros maintenant, parce que ça demande vraiment quand même pas mal de taf. ouais, Et bah après, en soi, je pense que par rapport à d'autres agences, etc., c'est pas non plus ultra cher. ouais. Ouais. Mais nous, c'est à peu près le temps qu'on estime, quoi. Si Ok. on était sur l'installation de thèmes, sur certaines prestats en installation de thèmes, si le client il est pas chiant, parce qu'il y a vraiment un facteur comme ça, où si le client il est pas relou, s'il te file les photos, etc., tu peux t'en sortir, je trouve, pour, je sais pas, 7-8 000, je pense que tu peux avoir une presta presque correcte, je dirais, à ce prix-là. Ouais, Mais ok, ouais. Et ça reste du coup WooCommerce qui s'occupe de la partie commerce sur les ouais, c'est WordPress. ça en gros. On est En fait, ce d'accord. que tu fais, c'est quoi? Ouais, c'est que tu envoies avec ton site en front, t'envoies vraiment des commandes à WooCommerce en mode ajoute ce produit-là au panier, tel utilisateur achète tel produit, etc. Et comme ça sauvegarde vraiment dans le back WordPress. Ok, Où en fait, le but c'est vraiment juste de pas avoir le côté front, mais de gérer toi-même tout ça. trop bien. T'as eu l'occasion de bosser sur d'autres CMS Ouais, en ouais. e-com? Bah ouais, des drôles et des moins drôles. Hein. Enfin Magento c'est pas drôle. Usine à gaz. Shopify, c'est assez fermé. Je trouve que c'est pas très très drôle non plus. Il y a la version headless, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester Shopify headless. De Ok. toute façon, C'est t'as sur pas Shopify de, Plus. ouais, c'est ça, ouais, Ça, t'as pas vraiment de pricing. C'est demandez-nous. Donc, Ouais, donc ça start dans les étoiles déjà à 2000 c'est balles ça, par mois. ouais. je crois que c'est ça, c'est 2000 par mois, ouais. Mais t'as certaines marques comme ça. Je crois que t'as Supreme qui a Shopify headless. Donc t'as quand même des grosses marques comme ça. Ça doit être quand même assez solide, je pense. Ok. Ouais. Et du coup, côté Presta, moi je suis un gros fanat de Presta. T'as bossé un petit peu sur PrestaShop? Moins, Ok. j'en ai eu un peu par le passé, mais c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu usine à gaz Enfin, moi, je trouve que ça fait un petit peu usine à gaz quand Un même. peu Après, l'entre-deux. voilà, c'est ça. On n'est pas non plus sur du Magento, mais c'est un petit peu. J'ai un peu plus de mal avec PrestaShop. Je trouve Mhm. que t'as certaines choses qui sont un petit peu chères, on va dire, pour ce que c'est. Et Mhm. après, D'accord. ça peut peut-être changer. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai fait du PrestaShop, c'était en 2015 ou 16. Et à l'époque, on voulait juste ajouter, je sais pas, des coupons à la poste. Le plugin, il était à 200 balles. Ouais. Ouais, Ah, c'était un peu dommage, quoi. c'est complètement ça. Et de toute façon, tu vois, tu parles de 2015-2016. À cette époque, Shopify, je sais même pas si Shopify existait, mais dans tous les cas, Shopify n'avait pas la place que CMS a aujourd'hui. Et c'est vraiment le CMS qui monte en puissance. Donc, dans tous les cas, Ouais, Mhm. ouais, je pense que pour les petits commerçants, de toute façon, le sujet sera plutôt WooCommerce, Shopify. ouais. Ouais. Euh, Et j'allais te des choses. demander, Webflow, t'as déjà mis les mains dedans ou pas du tout? Webflow aussi, Ouais, pas pour du e-commerce par contre, pour du contenu. ouais, Enfin après, en gros, t'avais enfin, oui, une sorte de mini e-commerce, mais ça vendait trois quatre produits, quoi. Mhm. Donc pas du gros e-commerce avec plein de pages catégories, etc. Et je pense pas que Webflow soit vraiment adapté pour ça. De souvenir, on n'est pas vraiment sur un setup adapté pour. non, 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 j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour de la page de vente très Mhm. limitée, aller vendre je sais pas, un livre ou des petits produits, quoi, quand tu as vraiment une petite collection, on va dire. Ouais, ouais. Après, sur CMS, on finira peut-être là-dessus sur les CMS. Webflow, ça Ouais, permet de scale fort quand même sur des strates SEO hors e-commerce, sur des grosses strates de contenu. Il y a des logiques de création de pages automatiques, etc. Ça permet d'aller faire du SEO programmatique assez facilement. Ouais, ça, on a un peu voulu mettre les mains dedans, mais c'est vrai que ça demande une grosse préparation quand même, le SEO Mhm. programmatique. Et ouais, sous Webflow, ouais, je trouve que c'est. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion de tester sous Webflow. J'en ai fait sous Ok. WordPress, mais sous Webflow. ok, ouais. Du coup, indépendamment du CMS, si tu devais mettre un petit peu en perspective l'utilité de ce canal, donc le SEO en e-commerce, quelle est sa place, à quoi ça sert? Bah, grosso modo, déjà, il y a. Enfin, en gros, moi j'aime bien le comparer avec le ads, hein, malgré tout, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Alors, déjà, moi je vais pas dire que le SEO c'est mieux que le ads, je pense que les deux sont complémentaires. Là-dessus, il n'y a pas de. Il y a pas à tortiller, il y a plein d'aspects où le ads va avoir ses avantages et le SEO va avoir ses avantages. Je dirais que le risque de mettre toute sa thune en ads, c'est que bah, quand t'arrêtes, il n'y a plus rien en fait, tu repars quasiment de zéro.
Mis à part si pendant que tu as fait du ads, tu as chopé de la visibilité et derrière on t'a fait des liens, etc. Mais dans tous les cas, ça resterait quand même assez faible. Si tu as fait juste du ads avec des pages qui sont absolument pas opti SEO et qui ont vraiment genre et qui sont cracra et qui sont là juste parce qu'elles sont payées, tu perds tout. C'est souvent le cas. Ouais, c'est ça, hein, c'est souvent le cas. Et par contre, si tu fais les deux, je trouve que les deux peuvent coexister en fait. T'as des bonnes choses que tu peux faire. Moi, je sais qu'il y a souvent quelque chose que je conseille aux personnes avec qui je travaille en e-commerce. C'est, admettons, tu vas créer ta page produit et t'es ranké 60. Il y a un moment où tu vas potentiellement arriver en première page. Mais du coup, tant que t'es pas arrivé en première page, tu sais pas si ton titre plaît, si tu vas avoir un bon site tiers, etc. Mais en gros, une fois que tu es en première page, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de changer 10 fois ton titre pour tester une virgule en plus, un tiret en plus, un pipe en plus. Donc l'idée, c'est là où je trouve que les deux sont complémentaires. En attendant que ta page arrive en première, enfin que ta page arrive en première page, le mieux, c'est, je pense, si c'est un gros produit sur lequel tu mises beaucoup, tu fais du ads sur cette page-là et tu testes les différents titles, tu vois lequel marche le mieux. Et au moins, tu as ta version. Après, sur ads, les tailles de titles sont pas exactement les mêmes, mais tu peux tester les différentes approches. Et rien que pour cet aspect-là, je trouve que les deux sont complémentaires. Parce que si tu commences à changer ta balise title plein de fois, Google va te faire descendre. Donc, faut éviter ça. C'est intéressant, c'est un bon moyen de pas se cramer ça. Oui, c'est ça en fait. C'est comment tu peux tester. Et même si et d'ailleurs ça marche pendant que tu es en train de monter, mais même quand tu es déjà en première page en fait. Si tu es en première page et que tu estimes que ton CTR il est pas ouf, tu fais des adsets avec 10 tests différents et tu vois si tu en as un qui performe. Si en ads tu réussis à performer aussi bien qu'en naturel, déjà c'est avec un autre. Parce qu'en gros, en ads de souvenir, si tu cumules tous les résultats, on est à 6% de CTR, entre 6 et 7%, si tu cumules les 3-4 premiers résultats. 6 ou 7%, c'est la 4e position. Donc, c'est ça aussi un petit peu l'intérêt, je trouve, du SEO. C'est que si tu réussis à te placer 4e, tu as quasiment autant de CTR que les 3 ads qui sont en haut. Donc, c'est comme si tu avais 3 campagnes gratuites et le CTR d'une seule pub, c'est l'équivalent de la 7e position. Sachant que autant le top 3 ça peut paraître hors d'accès, mais la 7e position sur pas mal de queries c'est vraiment accessible. Donc pour moi c'est ça un des intérêts principaux du SEO dans le e-commerce, c'est qu'une fois que tu es 7e, c'est comme si tu avais un ads qui tournait en perma mais que tu payes pas en fait. Donc plutôt le long terme, ça permet d'avoir de la souveraineté aussi. Moi j'aime bien le dire, ça permet d'être en maîtrise aussi de son acquisition. Tu l'as dit juste avant. Si demain tu bosses beaucoup ton SEO, tu crées beaucoup de contenu, tu gagnes des positions à la sueur de ton front, on va dire. Ces positions, il y a de grandes chances que tu les aies toujours à quelque chose près dans quelques mois. Par contre, du jour au lendemain, tu coupes ton budget ads ou il se passe quelque chose avec ton compte. Mais ton compte Google Ads par exemple, là c'est de la perte sèche et potentiellement une mise en danger du business. Oui, c'est ça, et moi je sais que le SEO, j'aime bien dire que c'est une sorte de investir dans le SEO. Pour moi, c'est vraiment investir de l'argent factuellement dans le SEO, c'est un petit peu comme investir dans un placement avec des intérêts composés en fait. Si tu réinvestis tes bénéfices, tu vas juste avoir de plus en plus en fait. Genre vraiment, si tu réinvestis les bénéfices, tu vas juste avoir de plus en plus. Ou alors soit c'est que tu travailles avec la mauvaise personne, ou que vraiment tu as les pires stratégies, mais c'est exponentiel. Le temps passé en SEO, c'est vraiment exponentiel. Si on n'est pas sur des pratiques un peu shady, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. T'en as quelques-unes des pratiques shady à mentionner? Des choses à surtout pas faire. Alors je sais, alors si je dis surtout pas, si on les met dans surtout pas faire, je vais me faire des ennemis, mais par exemple tout ce qui est duper un peu le navigateur, tout ce qui est offuscation, PBN, moi je suis assez opposé à ça, parce que en soi on cherche juste à duper le navigateur. Et quand vous... Juste en parenthèse, les PBN, c'est Private Blog Network. Network, ouais, Private Blogging Network. Ouais. C'est quand tu crées un réseau de sites uniquement dans le but de faire du lien vers ton site, mais quand tu crées vraiment from scratch des faux sites en fait qui vont lier vers tes sites. Et là on cherche uniquement à duper le navigateur, enfin pas le navigateur, mais bref, le moteur de recherche. Et ça par exemple, je suis vraiment, moi j'ai jamais supporté ça. On m'a déjà demandé de le mettre en place. On m'a dit oui, mais on veut le faire quand même. J'ai aidé à le faire, mais clairement, je suis pas fan du tout. Stratégie dûment exploitée par tous les sites d'affiliation peu qualitatifs qui pullulent sur Internet. Ouais, dont les sites d'affiliation qui sont en faillite en ce moment. Ouais. Pourquoi?
Ah, vous avez pas vu passer un des plus gros vendeurs de liens français Ouais. actuellement, gros drama sur la scène SEO. Bon, je Ah peux ouais? pas citer de nom, mais ceux qui savent verront. Et Ah, ok. ah non, c'est giga Ok. gros drama. Et parce que Ok. moi je pense vraiment que c'est un marché pas ouf, En train de genre crever en vraiment fait. pas ouf. D'autant plus potentiellement, on peut faire un tout petit parallèle là-dessus. C'est intéressant que vous sachiez aussi qu'il va y avoir une mise à jour sur la recherche Google avec l'implémentation d'une logique IA, un petit peu de Ouais, la le visuel. manière dont ChatGPT donne des réponses. T'as creusé un peu cette mise à jour, Kevin, toi? Brave. Alors, j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé un petit peu. Je pense qu'en l'état, ça va changer un petit peu le fonctionnement. Ça va avoir, en gros, ça va avoir l'impact des, tu sais, les featured snippets où tu avais une Ouais. réponse à ta question. Mm. Ça va avoir un petit peu plus d'impact que Mm. ça, mais je Ça pense que prend les plus gens de vont place. continuer d'aller, je pense que les gens vont quand même continuer de scroller parce que Ok. y a qu'à tester. Sinon, en gros, en fait, aujourd'hui, si vraiment c'était si qualitatif que ça, aujourd'hui, tout le monde utiliserait ChatGPT avec Bing en fait pour faire ses recherches. Vraiment, s'il y avait un gap dans la C'est vrai. qualité. Ok, donc pour toi, dans l'intention et dans l'utilisation des utilisateurs, c'est pas assez, ça va pas tout révolutionner non plus, quoi. Bah, en gros, je pense il y a une sorte de biais où les gens, ils ont quand même envie de faire leurs recherches, De digue un peu de Ah oui. côté. ouais, de digue un peu le sujet, de se dire c'est bien ce que tu me proposes, mais j'ai quand même envie de me faire moi mon avis sur la question. Ouais. Et Ah, ok, ouais. je pense qu'on va avoir ça. Je pense qu'in fine, plutôt que ça soit quelque chose. Enfin, là, je pars vraiment dans Ouais, c'est la théorie, hein. ouais. Mais je pense qu'in fine, plutôt que ça soit vraiment quelque chose qui est imposé, ça sera plus quelque chose en annexe qui se fera en parallèle. Une Mais feature. enfin, en parallèle, genre juste à côté, tu vois, des petits tips, des petits machins, etc. Mais je pense pas que ça va. Je dis pas ça parce que je flippe pour mon métier, hein. C'est juste que Ça va prendre vraiment, je tout le pense flux, que. tu veux dire. Mm. Ouais, Ouais, c'est ça, pour moi, ça va pas prendre tout le flux. Non. ouais. Non, par contre, moi, un truc que j'ai identifié à ce niveau, c'est que là où tout ce qui était featured snippet, etc., qui était déjà vachement important pour la partie e-commerce, ça va devenir indispensable parce que dans la manière dont ça va présenter le choix des produits, Mm. si c'est pas clean sur le site, sur les pages produits, et ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard Ouais, dans l'épisode, mais si c'est pas clean, toutes les informations, les titres, les descriptions, les prix, etc., bah, d'office, je pense que ce sera mis de c'est côté ça. par Google. Ouais. Petite précision sur les featured snippets pour les petits commerçants qui captent pas trop ce que c'est. On peut peut-être donner deux, trois infos. Tu peux expliquer C'est les autres questions posées. Non, alors ça peut être aussi ça, mais c'est principalement les feature snippets, c'est vraiment quand tu vas poser une question et que tu as le petit paragraphe Google qui est au-dessus de tous les résultats en position 0 et qui répond à la question. En gros, ça va te mettre un morceau d'un site, ça va te mettre un passage en gras qui répond à ta question, et c'est Mm. ça qui est considéré comme les feature snippets la plupart du temps. Et les rich snippets, ce sont des informations qui sont présentes sur les pages et qui sont potentiellement récupérables par Google pour C'est ça. enrichir la SERP et les résultats de recherche. Et ça, d'un point de vue technique, on utilise un balisage. Ouais, tout ce qui est balisage schéma. Balisage schéma, donc schéma FAQ, schéma review, schéma produit. C'est un très gros sujet d'ailleurs. J'ai vu il y a pas longtemps que tu as des mecs qui sont vraiment spécialisés uniquement dans les balises Ah ouais. schéma. J'en ai vu Ouais, tu as sur un SEO LinkedIn, ouais. anglais. Ouais, un SEO anglais qui est incroyable. C'est le mec de chez Adobe. Ok. C'est son dada. Genre vraiment, c'est son dada, les balises schéma, c'est son truc. On Ouais. vous mettra quelques petits contenus à ce sujet en description du podcast. Des personnes à suivre, ouais, ou un peu de doc, ouais, c'est vrai que c'est toujours cool. Tu nous as dit que toi, tu étais plutôt sur la partie technique, un peu côté dev. Euh, Est-ce que tu pourrais présenter les grandes branches du SEO pour qu'on ait une vision un petit peu des différents piliers? Ok, ouais. Déjà, en SEO, tu vas avoir trois piliers principalement. Tu vas d'abord avoir le pilier sémantique qui est principalement axé autour du contenu. Le pilier off-page qui lui est principalement basé sur tout ce qui est autorité, faire du lien vers son site, Mm. qu'on parle de ton site à l'extérieur. Et tu as le pilier technique où tu vas plus aller optimiser les performances, que ce soit pour l'utilisateur et aussi pour le moteur de recherche, parce que si ton site met 15 secondes à charger, Google s'est déjà barré avant la fin. Ok. Et si on devait temporiser un petit peu chacun de ces piliers dans la logique, pour toi, est-ce qu'il y a un pilier qui est plus important? Est-ce qu'il y a un pilier qui est peut-être plus accessible quand on est une petite entreprise et qu'on veut commencer à bosser le SEO?
Bah, pour moi, les trois sont complémentaires. Je dirais qu'au tout début, le PDF page est peut-être un petit peu moins important dans le sens où, de manière générale, tu vas plus avoir tendance à faire du lien sur des pages où tu sais que la SERP va être concurrentielle. Quand tu vas Ouais. aller gratter les dernières positions, tu vas faire du lien vers une page précise. Mais faire du lien uniquement vers ta page d'accueil, ça n'a pas spécialement de value en fait. Oui, ok, ton site il va avoir un gros domain authority, mais ça va pas non plus être incroyable. Donc ça, je pense que ça arrive plus dans un second temps. Dans un premier temps, tu vas d'abord faire tout ce qui est optimisation sémantique, optimisation du balisage. Tu vas t'assurer que Google puisse bien crawler ton contenu en fait. Ça, de toute façon, c'est vraiment la base dans tous les cas. D'abord, tu vérifies est-ce que Google peut crawler mon contenu? Oui, ok. Est-ce que Google peut indexer mon contenu? Oui, ok. Et du coup, si Google crawl et indexe mon contenu, est-ce que Google comprend bien mon contenu? Ça, c'est dans cet La ordre-là base. voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut les réfléchir. Mhm. Et une fois que Google crawl et indexe mon contenu, est-ce que je lis bien mes contenus entre eux? Est-ce que Google comprend bien quel contenu est le plus important, etc. Ouais. Il y a un truc qui peut être intéressant aussi parfois quand on n'a pas encore acheté son nom de domaine. Perso, je ne l'ai jamais fait, mais j'en ai souvent entendu parler, c'est d'acheter un domaine qui a déjà un petit peu Ouais, les expirés. d'ancienneté, voilà, ouais, qui est Bah, expiré et qui peut déjà avoir son autorité. ça peut être intéressant. Après, moi, c'est vrai que ça rentre un petit peu, comme je dis, dans les pratiques. Je suis pas anti le fait de faire ça. Genre, je sais que pour un client dans un domaine en particulier, j'ai vu un expiré. Genre, vraiment, en gros, j'ai regardé ses concurrents. Tous ses concurrents avaient un lien depuis un site. Ok. Et j'ai remarqué que ça venait d'un domaine qui était expiré au final. Enfin, ils avaient tous un lien qui avait disparu depuis 2-3 semaines. C'était un domaine expiré. Personne n'avait racheté le domaine. C'était pas un gros domaine, mais du coup, je suis allé voir mon client, je lui ai dit, bon, bah écoutez, Mhm. ce site-là, c'était un site plutôt de type blog. Vous êtes pas trop sur cette thématique-là sur votre site principal, mais Ouais. ça pourrait être intéressant. Je lui ai dit, en gros, si vous avez des passionnés chez vous, ou des personnes qui ont envie d'échanger sur le sujet, Ah ouais, ok. reprenez le site, faites du contenu dessus. Genre vraiment, reprenez le site, refaites-le vif, faites du contenu dessus. Et je lui ai dit, en gros, c'est mieux, même si c'est pas spécialement une pratique que je mets en avant, c'est toujours mieux que ça soit vous qui ayez le contrôle dessus que vos concurrents, dans tous les cas. Ah oui, ok, ouais. C'est intéressant parce que tu as une vraie démarche derrière quand même. Tu vois, c'est pas seulement aller chercher un domaine pour aller créer un site. Et on se trouve souvent aussi, si c'était ce à quoi tu pensais, Théo, juste avant, si t'as pas choisi de nom de domaine et que tu vas en choper un comme ça, bah, tu te retrouves vite devant le fait de est-ce que ton site, tu vas l'appeler achetershampoing.com ou en fait, tu as Ouais. toujours une marque quand même. Donc la plupart du temps, c'est quand même pas opti, sauf dans certains cas où tu fais, je sais pas, certaines activités de grossiste ou tu vends un produit spécifique. Puis il faut aussi faire gaffe aussi à l'historique du site. Quand tu achètes des domaines expirés, il faut penser à aller sur Wayback Machine. Wayback Ah Machine, oui, comme ça te permet de voir un petit peu. Moi, je sais que je vois souvent des domaines expirés. Tu vas sur Wayback Machine, tu vois que ça vendait des Ray-Ban ou enfin, tu sais, des sites de vente chinois avec des Ray-Ban ou je sais pas quoi. ah Ouais, oui, ouais. ok, ouais. Et t'es là en mode, bah, ouais, non, ce site-là, c'est rien en fait. Ça va plus être considéré comme un lien spam en fait. Ah Donc, ouais, ok, ouais. faut vraiment. Ça, c'est un point à checker. Si jamais tu veux le faire, Ouais, check quand même ce point-là. Parce que ouais. si jamais c'était un site pourri comme ça t'en fera rien, hein. Clairement, t'en fera rien. Il est cramé le domaine. Ouais, tu vas déjà Euh, galérer c'est à ça, le ouais. remettre en jambe et t'auras pas forcément de plus-value, quoi. C'est ça, ouais. Ok, Du ouais. coup, Pour, plutôt, pour info, juste la Wayback Machine, s'il y en a qui se demandent, c'est un outil, je crois que c'est même juste une URL que tu tapes dans Google, et tu as en fait par rapport à un nom de domaine, toute son ancienneté, son historique. C'est Et ça, ouais. moi, ça m'est déjà arrivé sur certains sites qui étaient tombés d'aller récupérer du contenu pour justement derrière rechoper des éléments quand il n'y a pas forcément de sauvegarde. Donc il y a Ouais, bah, bon outil à garder en tête, ouais. Je l'aime beaucoup lui. je m'en suis servi pour des migrations. Clairement, des migrations où il manquait plein d'URL. Bah, je suis allé sur Wayback Machine, je suis allé sur l'URL jour par jour récupérer la liste des URL parce que t'as pas toujours tous les URL qui sont indexés là-bas. Ok. Et j'ai réussi à faire un fichier de 17 000 liens pour le client. Et bah, du coup, on a récupéré au moins 17 000 pages qui étaient manquantes et ça, c'était c'est cool. un peu la mission, quoi. C'est un peu la Ah, bah mission oui. commando. Ah, Ouais, on me met souvent en première ligne sur des trucs comme ça, hein. Clairement, c'est ouais. les trucs où, en gros, de base, on aurait dit au client, bah, on peut rien faire. Bah, moi, je suis là en mode, non, tranquille, Ouais, donnez-moi 2-3 heures, laissez-moi checker avec.
Oh, c'est fait dans la journée. Je fais Ouais, souvent des trucs en Python vite fait à droite à gauche et ouais, ok. c'est géré dans la journée, quoi. Ok, donc contactez Kevin si votre refonte SEO est partie en couille. Il y en a Euh, un paquet d'ailleurs qui partent en couille. du coup, donc plutôt ta vision, plutôt avoir un stack technique, on va dire de base quali, un site indexable, qui respecte, on va dire, les standards, travailler sa partie sémantique avant de faire du off-page, donc du netlinking. Ouais. Si tu devais synthétiser et donner step by step les étapes sur comment commencer à travailler son SEO et peut-être dans un premier temps, avant de faire des actions, il y a toute une partie stratégique, je pense, à avoir en amont. Il faut prendre en compte, ce serait quoi ce à quoi il faut réfléchir, qu'il faut faire. Tu aurais des tips à partager? Alors déjà, j'aurais des tips par rapport à la partie sur laquelle on était avant, assez contextuelle. Je vais Ok. reprendre chacun des piliers et j'avais quand même Mhm. deux, trois tips à partager. Ouais, Déjà sur la partie sémantique, en 2023, on est clairement à l'ère de l'IA avec ChatGPT, etc. Et un gros problème que j'ai vu chez pas mal de clients, c'est qu'il y en a toujours un quelque part qui va se dire, qui va avoir la bonne idée de générer 500 pages supplémentaires en full IA. ouais. Ou Euh, l'auto-IA. Mauvaise idée. Voilà, clairement mauvaise idée. Il y a eu pas mal de tests là-dessus. Vraiment, si tu vas chercher du contenu un petit peu sale où tu donnes juste un mot-clé, tu lui dis crée-moi une page et tu la postes sans relire, Mhm. ça c'est une mauvaise idée. Si tu peux utiliser OpenIA, il y a plein de manières de le faire. Moi, je dirais que la manière suggérée de le faire, ça serait plutôt, je veux placer un mot-clé, je demande à OpenIA de me faire un plan détaillé. Ensuite, je lui demande de me sortir une liste de mots-clés liés avec la page. Et ça, c'est un truc que je fais assez souvent avec OpenIA, c'est que souvent, je lui demande une liste de mots-clés. Et je lui dis, OK, ces mots-clés-là sont proches sémantiquement. Est-ce que tu peux me donner des mots-clés qui sont un peu moins proches sémantiquement, mais qui restent dans le même secteur? Et franchement, ça, c'est trop cool parce que tu vas aller chercher des mots-clés longue traîne, etc., quoi. Ça Ouais, ressemble à des outils connus, ça. ouais, moi ça me fait Ah, penser à la technique de Laurent Bourrelli, le jeu, ça fait partie d'ailleurs d'un jeu télévisé, tu dois deviner un mot, tu sais. ouais. Et en fait, quand tu dois faire deviner un mot, tu dis tous les mots qui existent, sauf le mot que tu dois faire deviner. D'accord, ok. Ouais, ouais, ok. C'est la technique du quiz, quoi. Et du coup, ça te Du permet coup, ça te permet d'exploser et de tourner tout autour du mot sans savoir. Ah ouais, c'est ça, ouais, non, c'est génial. Moi, je sais que je l'ai fait sur pas mal de requêtes. Et au début, je lui dis, bon, bah, très bien. Moi, je donne plutôt des chiffres, en fait. Je lui dis, je donne une note de 1 à 5 et je lui dis, bah, donne-moi des mots-clés avec sachant que 5 c'est le maximum. Je lui dis, bah, donne-moi d'abord des mots-clés à 5, ensuite 4, 3, 2, 1. Et parfois, franchement, sur les 1, c'est des trucs qui sont un peu déconnectés. Mais t'es là en mode, mais elle est géniale. Enfin, tu sais, tu repères des mots, tu te dis, mais on est tellement dans l'intention de recherche et tu vois la concurrence, tu vois que personne en parle. T'es là en mode, mais c'est trop bien, en fait. Délire. Et c'est ça où du coup sur tout ce qui est IA, parce que moi à l'heure actuelle aussi en parallèle, je suis en train de créer justement un outil d'analyse sémantique, Ouais. parce que je trouve que les outils qu'on a à l'heure actuelle, ça pose un petit peu problématique, parce qu'en gros, je vais pas citer de nom, mais en gros, tu compares les 10 premiers, d'accord? Mais il faut pas oublier que les 10 premiers sont là parce que c'est les 10 moins mauvais pour répondre à l'intention de recherche. Techniquement, soit c'est les sites qui ont le plus de liens, mais sinon de manière générale, sémantiquement parlant, c'est juste les 10 moins mauvais. Et du coup, bah parfois, reprendre un petit peu les trucs des 10 moins mauvais, c'est cool, mais tu pourras pas être spécialement meilleur qu'eux. Et Ouais. du coup, aller chercher plus loin, vraiment se questionner sur l'intention de recherche, et c'est là où justement OpenIA et ChatGPT sont vraiment puissants. C'est que c'est un modèle de langage, et tu lui dis, bah, tel champ sémantique va me chercher des trucs autour. Lui, il s'en fiche de savoir ce qu'ont dit les 10 premiers sites. Il va aller chercher vraiment le champ sémantique dans toutes les langues, et dire, bon, bah, il y a tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, etc. Ouais. Et là, tu auras vraiment quelque chose qui fait beaucoup plus le tour du sujet, je trouve. donc là où c'est super intéressant, au-delà de la partie rédaction de contenu qui peut être où on peut utiliser l'IA de façon raisonnée, on va dire, c'est peut-être de l'utiliser pour bypasser certains outils qui seraient peut-être aussi qui auraient peut-être un coût trop important au départ quand on démarre Ouais. Ouais. et permettre du coup de passer tout de suite à un level supérieur sans avoir à dépenser des 50, 100 euros en abonnement mensuel sur des outils. C'est super intéressant et je pense qu'il y a vraiment des trucs à creuser. Il y a plein de projets aussi à créer autour de ça. Ouais, ouais, bah ouais. Et c'est même des outils qui peuvent te fausser au final et qui peuvent même fausser la direction Mhm. de développement du web dans son entièreté, ouais.
Bah c'est ça en fait, parce que du coup, si tu rédiges uniquement en te basant sur ces outils-là, tu vas être en fait cloisonné dans ce qui est déjà fait. Ça te fait des Et blocs. pour avoir déjà, enfin moi j'ai fait des recherches il y a pas longtemps par rapport à une création d'entreprise, une SAS, etc. Je m'y connaissais pas du tout. Et tout ce qui est dividendes, etc. J'ai cherché sur Internet. Et il n'y a aucun site où je me suis dit, mais ils ont compris ma question en fait. Ouais. Et c'est un petit peu le piège. C'est-à-dire qu'ils avaient l'air d'être tous optimisés par rapport à la requête. Mhm. Enfin, du coup, optimiser tous à peu près dans le même champ sémantique, mais il n'y avait aucun qui répondait clairement à la question. Et tu Ouais. vois que c'est des contenus qui ont été créés juste pour être positionnés, mais on s'est pas vraiment posé la question de qu'est-ce qu'un mec qui se pose sur les SAS et les dividendes, etc., qu'est-ce qu'il se pose comme question. Bah, j'étais là en mode, bah, c'est dommage. Ah oui, ok. Et par contre, OpenAI a répondu à ma question en une question, quoi. Genre, Ouais. Et c'est là où on peut parler de content gap, de trou de contenu un mm, petit peu. Je sais pas si on peut l'expliquer assez synthétiquement. Le gap, c'est un espace qu'il y a entre différents sujets et c'est du coup aller chercher le sujet qui n'a pas été abordé encore dans la oui, thématique. c'est ça, ouais. Mhm. Aller chercher à boucher, pour reprendre la notion de gap et de trou, aller chercher à boucher le trou qu'il y a entre l'intention de recherche et ce que tu présentes à l'utilisateur et les résultats déjà présents, en fait. Mm. C'est un petit peu cette idée-là, ouais. Ok, ouais. Ouais, carrément. Mais voilà, Ça peut être utile, hein. sinon, par contre, pour tout ce qui est plan de page, je trouve que c'est quand même relativement bon. Ça, là-dessus, Ouais. y a pas grand-chose à dire. Et si en plus de ça, tu lui files les plans de page de site qui est déjà, c'est plutôt good. Là-dessus, tu peux faire confiance parce que tu vas pas lui faire rédiger tout le contenu, donc ça va pas être trop dégueulasse quand même. Mhm. Ouais. D'accord, Sans ouais. être trop du coup sur des sujets non plus trop d'actu parce que les données restent jusqu'à 2021. Enfin, ils Mhm. s'appuient sur des données jusqu'à 2021. Oui, non, mais c'est sûr. Bah après, de toute façon, dans tous les cas, comme je dis, faut. Alors oui, c'est sûr que sur les sujets d'actu, ça peut poser problème. Ouais. Mais dans tous les cas, vu que moi, je m'en sers vraiment comme un outil de recherche de proximité sémantique, hein. Ouais. Clairement, Ouais. c'est C'est clairement plus lui. comme si tu avais un dictionnaire plutôt que. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. C'est comme si j'avais un outil qui me sort des sacs de mots, des sacs de thématiques. Et le danger aussi, un petit peu, c'est que, bah, pour prendre l'exemple des shampoings antipelliculaires, Ouais. t'as deux types de contenus qui vont intéresser du coup l'utilisateur. Quelqu'un qui fait une recherche en dehors d'acheter un produit, il va soit vouloir voir un article baqué par la science, avec des sources, machin, etc. Un expert qui parle, un vrai scientifique qui a fait des études ou enfin qui a fait des analyses, etc. sur le sujet. Donc ça va être un contenu qui va vraiment intéresser certains types d'utilisateurs. Ouais. Et les autres types d'utilisateurs, c'est les retours d'expérience. J'ai testé 20 marques de shampoing. Ah ouais. Voilà ce que j'en dis. Voilà les résultats après 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, etc. Et ça, c'est deux types de contenus que je pense que à l'heure actuelle, par exemple, OpenAI peut pas spécialement produire. Parce qu'il faut de la data, il faut de l'expérience, il faut une forme, il faut soit une forme d'expertise, Ouais. soit vraiment avoir expérimenté le truc. Donc c'est deux contenus où ça va gaper. Enfin, tu vas avoir un problème en fait par rapport à l'intention utilisateur. Ouais, ou sinon Mhm. il va te générer des fausses reviews toutes Oui, c'est pourries. ça, ouais. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc aussi que je push à mort en ce moment chez mes clients. Ouais. Tout le EAT, expérience, expertise, authority et trust. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que Google met en avant et qui a de plus en plus de valeur parce que justement, à une époque où tu vas avoir beaucoup de contenu qui est généré, du contenu bateau, du contenu de définition, clairement, OpenAI, enfin, c'est du contenu de définition quand ça t'écrit du contenu. Ouais. Bah, tu vas pouvoir là ici avoir vraiment le côté, si tu mets en avant une figure de proue de ton entreprise, quelqu'un qui est vraiment bon dans le sujet, qui est reconnu, tu mets sa tête, tu mets son parcours, etc. Bah, je trouve que ça donne une value de fou au contenu. Mais moi, en tant qu'utilisateur, hein, quand je vois docteur machin, du truc, etc., je suis là en mode, ah, ça rigole pas ici. Ouais. Et du coup, pour l'expliquer un tout petit peu plus, ce concept, euh, tu devais l'expliquer en quelques mots. Si je devais l'expliquer en quelques mots, bah, admettons que vous soyez, je sais pas, une entreprise d'imprimante 3D et que chez vous, il y a un mec qui fait du contenu sur la 3D depuis 6 mois et que ce mec est passionné. Mettez-le en avant, mettez vraiment son profil en avant en tant qu'expert de la 3D. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, vous faites des articles de blog, vous mettez sa photo, son parcours, etc. Ouais. Et enfin, peut-être que l'exemple de la 3D, c'est pas spécialement le mieux, mais c'est tout ce qui m'est Mm. venu là. Non, mais c'est bien. Et du coup, l'effet sur Google va être
Le suivant, le fait que Google accorde plus d'importance potentiellement au contenu parce qu'il y a plus de degré de confiance, il y a un degré d'expertise aussi. C'est ça. Ouais. Et le Saint Graal, après, quand tu fais ça, c'est de terminer dans le knowledge graph de Google. Ça arrive aussi en publiant du contenu. Si tu publies du contenu sur plusieurs sources d'autorité, je vais prendre un exemple du SEO français. Sylvain Perronnet, il est dans le Google Knowledge Graph. C'est-à-dire que si tu tapes Sylvain Perronnet, tu vas voir sa photo qui s'affiche, tu vas voir son métier, etc. Ok. Et ça, du coup, ça se travaille. Ça se travaille vraiment en publiant du contenu, en mettant la personne en avant. Ok. C'est un petit peu comme le Google My Business quand on dit à nos clients d'avoir des NAP consistants. Ah oui, ok, Ouais. ouais. D'avoir le name, adresse, phone consistant à travers tous les sites. Bah là, c'est un petit peu ça. Tu essaies d'avoir une fiche auteur consistante à travers tous tes blogs. Tu essaies d'être vraiment actif sur le sujet pour que Google te reconnaisse comme une entité. Et à partir du moment où tu as une entité dans un domaine spécifique qui échange sur ton site, la value pour Google, elle est vraiment beaucoup plus haute. Ils se disent, ok, cet article-là, ils ont pas rigolé, ils ont amené machin. Ouais, ouais. Donc là, il y a un espèce de truc aussi qui se dessine sur cette logique-là, c'est que de plus en plus, même sur des sites e-commerce, il faut les voir comme pas des médias, mais presque, en fait, avec un espace où, à travers le contenu qu'on produit, on peut mettre en avant notre expertise, traiter des sujets liés à notre secteur, à nos produits. Et ça, où il y a encore quelques années, c'était pas non plus indispensable, de plus en plus, sur une stratégie e-commerce, on va avoir besoin d'optimiser tout un tas de pages, accueil, catégorie produit, alors une grosse stratégie contenu derrière sur des articles de blog ou des études de cas, comme tu disais tout à l'heure, c'est de plus en plus important. Ah, mais c'est ça, c'est ultra important. Et si t'as pas d'experts suffisamment cool pour tenir cette position chez toi, bah envoie Fournisseur. envoie tes Je sais pas. ouais, ouais, voilà, ou t'envoies soit tes fournisseurs ou oui, éventuellement, c'est vrai que j'ai jamais pensé aux fournisseurs. Sinon t'envoies faire des tests labo pour tes produits, je sais pas, ton shampoing antipelliculaire, si tu dis qu'il est non abrasif, bah tu l'envoies en labo pour qu'il y ait vraiment des tests et derrière tu peux dire bon bah voilà, on a fait des tests, machin, etc. Mais tu back ton truc en fait. Tu back vraiment ton truc. Et si jamais il y a si jamais ton produit est vraiment moyen, bah pose-toi les bonnes questions aussi en fait. Enfin c'est con mais Ouais. mais Si on part de cet exemple des shampoings antipelliculaires, ouais. si on part de cet exemple, les premiers steps pour faire une stratégie SEO, si on crée un site sur cette thématique avec ce produit, ce serait quoi? Bah déjà, être assez réaliste sur le sujet et pas chercher à ranker sur shampoing antipelliculaire, parce que ça, malheureusement, il y a trop de monde. Par contre, sur de la longue traîne, tu peux potentiellement te positionner. Je vais prendre un exemple, shampoing antipelliculaire non abrasif. On est sur une longue traîne. Il y a plus de potentiel SEO. Et là, tu vas potentiellement pouvoir aller chercher là-dessus. Et l'idée, en fait, c'est de s'adresser directement aux... Je connais pas le nom en français, les pain points, Point de les douleur. problématiques. Point de souffrance, point de Ouais, douleur. les points de souffrance, voilà. Ouais. Donc tu vas aller chercher les points de souffrance de tes utilisateurs, vraiment te questionner là-dessus, te mettre toi à la place d'un utilisateur, quels sont les problèmes que je rencontre quand j'utilise un shampoing antipelliculaire, Ouais. shampoing antipelliculaire qui rend pas les cheveux gras, shampoing antipelliculaire qui agresse pas le cuir chevelu, etc. Tu dresses la liste de tous les pain points. Ouais. Ensuite, tu essaies de couvrir tous les pain points, tu essaies de les couvrir avec un article de blog, minimum, tu vois, tu essaies de couvrir le sujet. Et ensuite, tu essaies d'avoir un produit qui se positionne en face. Donc, tu te positionnes par pain point et par persona aussi. Euh, shampoing antipelliculaire pour adultes, pour adolescents, pour trucs, pour machin, etc. Parce que tu vas aussi partir du principe. Enfin, je sais pas, je prends l'exemple. Admettons que shampoing antipelliculaire pour enfants, admettons, pour un enfant, il faut du shampoing qui pique pas les yeux ou j'en sais rien. Mhm. Du coup, c'est pas le même produit, c'est pas le même persona, etc. Donc, il faut vraiment que tu tacles un petit peu tous tes personnages, tu fais une recherche de mots-clés en amont, tu tacles tes personnages et tu t'adresses à eux en fait. Que ça soit via tes. Et du coup, en face de ça, tu peux faire du blog, mais tu peux aussi faire juste des pages catégories. Si tu vends 6 shampoings antipelliculaires non abrasifs, bah, Ouais. sur ta page, sur ton site, tu fais une catégorie shampoing antipelliculaire non abrasif. Tu mets tes 6 produits dedans et tu fais. T'expliques pourquoi, les avantages et les inconvénients sur la page, tu fais une FAQ, etc. T'optimises vraiment en fait pour ce mot-clé-là. Tu utiliserais quoi comme outil pour aller trigger des mots-clés comme ça, un peu longue traîne, qui ont un peu de. Enfin, aller voir un peu s'ils ont du volume et si tu avais vraiment pas trop de ressources. Si t'as pas de ressources, Google Keyword Planner. Ok. Ouais. Tu peux Clairement, expliquer, Google Keyword Planner, c'est l'outil de planification de mots-clés de Google Ads.
Mm. Et en vrai, franchement, tu places, enfin, tu rentres juste ton produit, tu vas voir tous les mots-clés connexes, tu vas voir les volumes. Bon, les volumes sont pas C'est ouf au début. approximatif. Ouais, ils sont très approximatifs, Mm. mais on s'en fiche, on cherche pas à voir le volume exact, on cherche vraiment à avoir un ordre de grandeur en fait. On cherche vraiment à avoir un ordre de grandeur, où est-ce qu'il y a du volume, est-ce que ça vaut ne serait-ce que le coup que je le fasse. Moi, je suis assez fan s'il y a 10 de volume, j'y vais. Genre, tout volume où il y a une existence, où il y a un besoin, t'y vas. C'est vraiment aller, on appelle ça j'ai pas le mot en français, low hanging fruits. Je l'ai pas en français, je suis désolé, mais c'est vraiment, c'est les. On est sur des mots-clés ultra faibles à ultra faible concurrence avec des micro-volumes Ouais. Ouais, mais qui sont souvent à fort taux de conversion parce que très précis. c'est C'est ça. ça. C'est ça, ouais. Je vais prendre, admettons, je reprends mon exemple du shampoing antipelliculaire abrasif pour enfants. Là, on est sur de la très longue traîne. Tu as peut-être 15 de volume de recherche, mais si vraiment tu as bien couvert le sujet, encore une fois, bah, si tu as bien couvert le sujet et que tu arrives septième, bah, c'est comme si tu avais mis une ads sur cette requête-là, en fait. C'était mis un Donc, but, ouais. Ah ouais. ouais. Je trouve cet outil, il est super, qu'il soit gratuit, il est super accessible. Après, ce qui peut être intéressant, c'est une fois qu'on a identifié quelques mots-clés, aller utiliser des versions d'essai d'outils payants SEO comme Ubersuggest ou d'autres. Ou SEMrush. Ouais, ou SEMrush, c'est un petit peu plus J'ai un petit tip sur SEMrush, je sais pas si je peux le partager. un petit hack. Mais en faisant les bonnes recherches, on peut acheter des comptes période d'essai 15 jours SEMrush pour 5 balles. Ok. Ok. Donc c'est pas mal. Bah, c'est Pourquoi super intéressant, d'autant plus en fait que toute cette partie stratégique, vous pouvez très bien vous caler une semaine dessus et la tomber en une semaine, vous faire un tableau de mots-clés, vous dire ok, je vais essayer de me positionner sur tel ou tel mot-clé et prendre voilà, des versions d'essai ou essayer de trouver un peu des diagonales pour avoir accès à des outils payants sur une courte période gratuitement. C'est ça, ouais, c'est un petit peu tout l'intérêt. Dans tous les cas, ces outils-là, tu en as besoin au moment où tu fais ta strat, tu en as Mm. besoin 3-4 semaines après quand tu fais ton check, quand tu vas Mm. récupérer des content gap ou des link gap ou des keyword gap ou tout ce qu'il y a que tu veux en gap. Ouais. Quand tu fais ta phase gap, quoi. Mais, ouais, non, mais t'en as pas besoin en perma, t'as pas besoin de prendre un abonnement à. Pour moi, si t'as juste un site e-commerce, si t'es pas consultant SEO, mis à part si c'est Pas un besoin, gros site e-commerce, mais t'as pas besoin de la licence SEMrush à 150 balles, t'as pas besoin carrément. de ça quand tu débutes. Ouais, Mm. ouais, ouais, carrément. Carrément. Et à ce niveau, euh, c'est quoi pour toi la frontière entre ok, je suis pas expert du SEO, mais ça, je vais pouvoir le faire tout seul. Bon, est-ce que je prends un prestataire? Si oui, est-ce que je me dirige plutôt vers un freelance, vers une agence? Ouais. Euh, Tu veux dire quand tu as capté la théorie, T'inquiète, mettre en tu, pratique? tu comprends ce que c'est, tu comprends que ça peut t'apporter de la valeur. Tu es déjà parti sur une petite strat, tu fais quelques trucs toi-même. C'est quoi le point où il y a vraiment un truc où tu vas te dire, bon bah là, tout seul, ça va être super chaud. Est-ce que je fais appel à un freelance? Est-ce que j'apprends? Enfin, Je pense que tu fais ça à peu près au même moment que le moment à partir duquel où le logo que ta stagiaire elle a fait, tu le fais faire par un vrai graphiste, c'est-à-dire le moment où tu commences à prendre ton business au sérieux et à déléguer en fait. Il y a ok. les bases du SEO, tu peux les faire toi-même, mais en vrai, dans ce milieu-là, franchement, l'expérience, ça a vraiment beaucoup de value. Si tu as un budget vraiment serré, tu vas plutôt aller chercher un consultant avec qui tu vas faire une session de 3 heures, il te fait un petit audit, il te dit ce qu'il a appris, etc. Et pour pas trop cher, tu peux t'en tirer là-dessus. Mais T'as des idées un petit peu de budget comme ça, tout en donnant des fourchettes et sans. bah, en donnant des fourchettes, je pense que le type d'audit dont je te parle, je pense que tu peux, pour 200-300 balles, tu peux choper un truc, un minimum quali, mais vraiment une petite session, pas un gros audit ultra travaillé. Tu vois, un mec qui va venir, qui va te dire, qui va checker ta Search Console, qui va dire, ok, t'as du potentiel là, 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 et qui va checker Ouais. ses mots et te dire ça, ça, ça. Ouais. Et en fait, tout l'intérêt que ça, c'est que bah, tous ces outils payants-là, la plupart du temps, le consultant SEO, lui, y a accès. Donc en fait, en gros, c'est comme si tu t'étais pris ces outils-là pendant un mois, Ouais. sauf que à la place, bah, tu as un mec qui sait s'en servir, te ressort les bonnes données et qui te les offre tout cuit. Après, on pourrait se dire, oui, bah du coup, c'est facile de se servir d'outils. Oui et non, en vrai, SEMrush te ressort des tonnes et des tonnes Ah, de non, non, data. Savoir les exploiter et te sortir un truc vraiment digeste Ouais. qui te paraisse facile à mettre en place, ça demande quand même une certaine expertise, on va dire quand même. C'est d'autant plus.
c'est une forêt vierge, SEMrush. Franchement, quand t'arrives là-dedans, faut sortir la machette, quoi. Mais grosso modo, moi je dirais que c'est ça les avantages du fait de passer par un prestataire, c'est peut-être vraiment t'as l'expérience et ça, y a pas, tu peux pas y couper. En vrai, ça apporte un plus. L'accès aux outils et t'as aussi le côté où l'expert il va être à même déjà de creuser plus loin que toi un sujet. Là où tu penses que t'as fait le tour d'un sujet, il va être capable de dire bah non, regarde, il y a ça, ça, ça. Il va te sortir un mind map et te dire bon bah tac, 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 là t'as des opportunités, ça tu peux laisser tomber. Et là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être pas au début de ta stratégie, parce que pourquoi pas essayer au début, tu vois. Moi, je suis assez opposé, enfin, je suis pas opposé, mais disons que dans un tout petit e-commerce qui a pas beaucoup de budget, je dirais qu'il faudrait peut-être d'abord faire du ads pour tester ses produits, voir ce qui marche bien, etc. Tu sais ce qui marche, tu testes ton marché, ensuite tu fais tes stratégies SEO. Si t'as vraiment pas de budget, je te dirais plutôt de faire ça. Si t'as un minimum de budget, tu peux éventuellement faire une petite séance au début. Mais bon, un accompagnement en agence à x euros, c'est peut-être pas le plus viable pour toi et tu vas peut-être être déçu parce que si t'as pas de budget pour faire du SEO, t'auras pas, je pense, non plus de budget pour en interne publier du contenu, etc. Carrément. Et si t'as pas assez de budget pour financer de la rédaction de contenu, ça limite quand même un petit peu l'impact du SEO. Tu peux faire du SEO sans ça, mais c'est quand même bien de pouvoir publier du contenu. Donc je dirais que ça faudrait que ça arrive aussi à peu près en même temps, quoi. Tout était à remettre en perspective avec la difficulté de la niche dans laquelle on se trouve aussi. Ouais. Si demain vous vendez des shampoings, ce sera beaucoup plus compliqué d'aller ranker que si vous vendez des vêtements pour personnes âgées, peut-être. Ça, je t'avoue que je sais pas. C'est peut-être que c'est peut-être très concurrent les... Moi, le retour d'expérience que j'ai là-dessus, c'est que, par exemple, sur la niche vêtements personnes âgées, Ouais. une bonne stratégie d'optimisation, et on va y venir de la page d'accueil, des pages catégories, des pages produits, ce que j'appelle des pages piliers du e-commerce. On suffit à aller taper des top positions sans avoir une grosse stratégie de contenu derrière. Donc en termes de ressources en interne pour une TPE, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse au référencement, qui optimise déjà ces pages-là, sans avoir un gros besoin en rédac de contenu. Ok, ouais. Et qui peut déjà, enfin, on peut déjà arriver à prendre des positions comme ça, mais vraiment, et je le redis encore, c'est que c'est vraiment dépendant de l'aspect concurrentiel de votre secteur, Ok, ouais. dans tous les cas. J'avoue que je connais pas du tout cette niche, donc je vais te Il y en faire a plein, confiance hein, de des manière niches. aveugle. Il y en a des marrantes, hein, je pense aussi, des niches, et souvent, là où il y a des belles rentabilités, c'est un peu les niches qui sont les moins sexy, entre guillemets, les sujets les moins sexy, quoi. D'accord, ouais. Mais d'ailleurs, vu qu'on parlait des prestats SEO, je pense qu'il faut aussi faire gaffe avec qui on travaille. Ouais. Ça vraiment, j'ai vu du contenu récemment là-dessus, mais c'est totalement vrai. Déjà, un prestataire SEO qui te garantit une position, c'est un charlatan. C'est vraiment, en gros, vraiment un prestataire SEO, ce qu'il est censé te garantir, c'est qu'il va faire tout son possible pour t'aider à améliorer tes stats. Ouais. Mais s'il te dit on va t'amener en première page, là déjà commence à te méfier. Parce que si jamais il te le dit et que c'est vraiment vrai qu'il est sûr de pouvoir le faire, c'est certainement qu'il utilise des méthodes pas ouf. Ouais. Donc, ce que c'est possible, hein, tu peux forcer. Hein, t'as plein de gens qui ont fait des tests pour forcer le fait d'amener des pages en première page. Mais si ta page de base ou ton site de base ne mérite pas d'être là, tu vas repartir en fait. Ouais. Tu vas repartir et dans certains cas, tu peux te faire sanctionner pour avoir tenté de duper les moteurs. Ouais, tu veux dire que Donc, ça va durer un moment, mais ouais, c'est ça, ouais. Bah, t'as eu des tests à la con hein, sur un mec qui dit bon, mon site il est placé 27ème sur cette requête-là, il fait un post sur les réseaux, est-ce que tout le monde peut aller cliquer sur le lien? Tout le monde allait le faire pendant 3 jours, il était rang 1 et puis après il est reparti. ah ouais. Genre, tu vas avoir des strats comme ça, mais c'est pas sustainable. Enfin, tu peux pas faire ça sur le Sur le long terme. clairement, tout ce qui est, si tu sens que le mec il va utiliser des pratiques un peu douteuses, bah déjà de toute façon dans tous les cas, je pense qu'un prestataire SEO doit être transparent avec toi. Si la manière dont il te parle, t'as l'impression qu'il va sortir une baguette magique et faire comme ça, moi je suis pas confiant. Le SEO c'est beaucoup de bonnes pratiques et de basiques. Moi je sais Ouais. que ça m'est arrivé plusieurs fois avec des clients de chez Arke, que le client me regarde et me dise bah, ça je le sais. Bah oui mais tu l'as pas fait. Genre, t'as beau le savoir, ça a beau te paraître super basique, mais ça fait 3 mois que je t'en ai parlé et tu l'as toujours pas fait. Et t'as certains clients justement qui s'attendent à ce qu'on leur sorte une baguette magique. Mais moi, la plupart de mes grosses réussites, c'est vraiment sur des basiques, hein, de la réoptimisation
de title, Mm. restructuration de plan de page, et on passe des images qui sont en PNG à WebP. Waouh! Et genre, on récupère du budget de crawl, des perfs, des machins, et ça marche beaucoup mieux. En fait, c'est aussi con que ça, c'est vraiment sur des basiques. Ouais. Et c'est ça ce que tu vas chercher chez un prestataire SEO, je pense que c'est sa rigueur et sa capacité à dire ok, c'est tac 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 comme ça, là il y a ça, il y a ça. Et le Un- process, le, un le- process de. c'est ça. Tout ce qui est formule magique, moi j'y crois pas trop. Oui, t'as des bonnes méthodes, tu vois, mais au final, la bonne méthode, c'est la rigueur, c'est proposer du bon contenu à ses utilisateurs, proposer une bonne expérience à ses utilisateurs. Et ça, souvent, si tu le fais suffisamment bien, suffisamment longtemps, ça marchera. C'est comme la muscu, tu le fais suffisamment bien, suffisamment longtemps, sauf si tu as des problèmes génétiques, tu auras des résultats. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est clair. À ce sujet, derrière, tout- C'était juste pour compléter sur tous les audits que j'ai pu faire, il y a toujours les basiques qui sont à revoir, quoi. Carrément. C'est répétitif. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et à ce sujet, toutes ces directives vraiment très basiques, on va dire, de Google, elles sont disponibles en public. Alors, il y a Google. Au niveau, je veux dire, faites du contenu pour les utilisateurs. Ah oui. Les Core Web Vitals, par exemple, pour aller optimiser des pages techniquement, c'est pas des choses qui sont secrètes ou Payante ou ouais. voilà, c'est accessible, il y a une documentation et commencer par ça, souvent, c'est aussi un bon moyen de comprendre. Oui, c'est ça. Et moi, je sais qu'en ce moment, j'ai vu pop des trucs aussi sur LinkedIn. Je sais pas pourquoi, mais le monde du SEO français, euh, vraiment tryhard pour saquer le côté technique du SEO en mode ça sert à rien. Ah ouais? Et ouais, mais vraiment, j'ai vu passer plusieurs posts là-dessus. T'as une nana qui disait oh, j'ai fait passer les perfs de mon client de temps à temps. Rien de plus, hein, juste à l'expliquer ça. Et t'as un mec qui fait un post en mode oui, mais ça remplacera jamais une stratégie de backlinking et de sémantique. Mais elle a jamais dit ça. Elle a jamais dit ça. Ok. Et en gros, et en gros, moi, je suis un spécialiste en vraiment la tech, c'est vraiment là où je suis le meilleur. Genre, sans rougir, je sais que je fais partie enfin, en France, je fais partie des top SEO dans ce domaine-là. Je suis vraiment capable de creuser très loin. J'ai taffé sur des gros sites pour aller chercher des toutes petites optis, mais qui te font économiser des terras de données chaque mois. Ouais. Et là, tu récupères du budget de crawl. T'as un exemple? Je peux pas citer de nom, mais je peux te citer un exemple assez concret. Un exemple. De comme ça, que tu allé chercher un truc un peu. Ouais, bah, là, tu vas voir. Alors, en gros, c'était pour un site un site d'actualité sportive Ok. qui a plusieurs centaines de. Enfin, on dépasse le million de visiteurs par mois. Ok. Donc, Ok, on est vraiment gros sur- sujet, là. voilà, on est sur le genre tu vois leur magazine quand tu vas à la librairie, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est un pote, il m'a dit ça, il m'a dit ah, mais oui, c'est des gros trucs en fait pour lesquels tu bosses. Je dis ouais. Ok. Et du coup, en gros, pour ce site-là, il y avait des petits soucis de perf et tout. Et moi, je commence à essayer de taffer avec eux. Je leur dis, bon, bah, déjà, vos trucs de ads, etc., c'est de la merde, machin. Faut mettre ça en défaire et tout. Enfin, des trucs basiques. Bon, je pense que j'ai déjà perdu du monde, mais je vais pas rentrer dans le détail sur ça. C'est pas le plus important. Ouais. Et en gros, il y avait un truc. Ils chargeaient une police Roboto de chez Google. Tu te dis, bon, bah, c'est la police Roboto, c'est génial. Sauf que le format de base de la police Roboto, il pèse 600 KO. Et c'est vraiment 600 KO, c'est vraiment énorme en fait. C'est-à-dire que chacun de leurs utilisateurs, 1 million d'utilisateurs par mois, Dans toutes les langues, dans toutes les déclinaisons. exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et moi je leur ai dit, mais les gars, est-ce que vous citez souvent des joueurs en polynésien, en thaïlandais, en japonais, en chinois? Est-ce que vous mettez souvent des noms comme ça ou vous mettez la version latine? Ils me disent, bon, mais la version latine. Je leur dis, bah du coup, vous allez me corriger cette police-là. Et en gros, l'idée, ça a été d'aller optimiser cette police-là. Et vraiment, moi, en gros, ils étaient un petit peu en mode comment on fait ça, mais vraiment, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, je suis allé vraiment avec un éditeur de police, je suis allé ouvrir le fichier de police et j'ai gardé que les caractères latins et j'ai supprimé tout et on est passé, je crois, à 20 KO. Et sauf que passer de 600 KO à 20 KO sur la taille du site, Ouais. on est Fois sur 1 million de chargements. on est sur des terras vraiment des terras de données économisées chaque mois en fait. Ouais. Donc, Et sur un audit technique, c'est introuvable, très concrètement. Ce genre d'optime sur des sites comme ça qui peuvent avoir de l'impact, c'est sûr que si demain vous avez un site qui fait 5-6 000 visites mensuelles, l'impact ne sera pas le même que si il y a 1 million de visites mensuelles sur ce type de correctif. Et c'est ça, et c'est là où, et moi je sais que j'ai pas mal tendance à tempérer. Là où des gens disent que ça sert à rien, je dis en fait ça dépend. Le SEO technique, ça dépend vraiment de la taille de ton site.
Ouais. Si tu as un tout petit site, vraiment, si tu as un petit site avec 10 pages, enfin, allez, on va dire une cinquantaine de pages, passer de 80 à 100 sur Google PageSpeed ne changera rien à ton SEO. Genre factuellement, tu vois. Ça ne changera rien. Mais par contre, si tu as un gros site e-commerce avec des centaines de pages, non, plutôt des milliers de pages, chaque demi-seconde que tu récupères, c'est de l'optimisation. Ça se verra dans le crawl Google, ça se verra dans les résultats de recherche, parce que bah, t'auras un. En fait, en gros, Google prend pas vraiment le temps de chargement de ta page en tant que tel, mais par contre, il va prendre le CTR en fait de ton résultat. Et le CTR et le taux de rebond, c'est-à-dire, ok, un utilisateur a cliqué sur tel lien, au bout de 5 secondes, il est reparti parce que la page ne chargeait pas. Du coup, Google, peu à peu, va dire bah, cette page-là, elle est vraiment naze, les gens qui y vont repartent en fait. Donc, On va la baisser, quoi. c'est ça en fait. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est à mi-chemin entre le SEO et l'UX, le fait d'optimiser ses perfs. Mais en fonction de la taille de ton site, ça peut vraiment valoir le coup. Genre, j'ai vu un mec assez énervé qui a fait une étude de cas où il va chercher vraiment mais des trucs Ouais. assez énervés dans le détail. Et puis moi, je suis là comme un gamin derrière en mode putain, génial. Il est chaud. Et moi, il y a une dimension qui avait été abordée quand on était encore en agence avec Victor. C'est l'aspect un petit peu écologique, dans le sens où, après, voilà, ça reste des milieux où il y a de la donnée, de la tech, etc., qui demandent quand même beaucoup de ressources. Ouais, Mais il y a toujours une dimension un peu écologique, je trouve, ouais. dans le sens où tu vas aller économiser le nombre de données qui sont échangées entre un Ah, serveur ok, ouais. et Alors un oui, gars qui est sur son ordi. Et si c'est fois 1 million, bah, tu as peut-être fait économiser, je sais pas, un nombre de kilowatts à l'année, quoi. alors ouais, non, mais ça, à la limite, ça, je suis d'accord. Le côté purement écologique, à ce niveau-là, je suis d'accord. Je pensais que tu allais me parler des serveurs verts avec panneaux solaires et éoliennes. Ah, Euh, non. J'allais dire, Non, 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 c'est bullshit ça. ouais, j'ai essayé d'y mettre les mains, je me suis fait démarcher dans tous les sens, j'ai compris un peu Ouais, le non, truc, je me suis dit, bon. non, non, non. Mais ouais, enfin, un petit peu dans le sens où bah, il y a énormément de contenus qui sont mis en ligne tous les jours, il y a énormément de sites qui sont produits également, et il y en a beaucoup qui sont faits avec les pieds, et qui créent du coup bah, des gros problèmes aussi, je pense, en termes de consommation d'électricité et de données, quoi. Mm, mm, mm. Donc là-dessus, Sur, sur cette partie e-commerce, du coup, si on va un petit peu plus loin sur les optimisations qu'on peut faire, donc il y a toute la partie technique. Sur la partie Ouais. plutôt on-page, je reviens un peu là-dessus, mais je trouve qu'il y a des pages qui sont quand même très importantes sur l'e-commerce, les pages catégories, les pages produits. La page d'accueil est importante aussi parce qu'elle va permettre derrière de diffuser le jus aussi correctement aux autres pages. Ça, tu peux nous en parler un petit peu, tu auras des conseils là-dessus, des bonnes Ouais. pratiques. Ouais, bah, et j'ai même une page bonus que je vais citer. Yes. Donc du coup, la page d'accueil, en vrai, il faut juste suivre l'exemple des plus grands. Tu mets tes top ventes, tes top catégories, tes top produits en page d'accueil. Tu mets vraiment ce que l'utilisateur vient chercher. On essaie d'éviter, enfin du moins au tout début, moi j'ai tendance à dire ça, qu'on essaie d'éviter les blocs, parce que je le vois assez souvent sur des petits e-commerce où les gens ils racontent leur vie. Ça, tu le mets plus bas ou tu le mets dans une section à propos. Mais l'utilisateur, quand il arrive, il faut qu'on lui suggère des produits, il faut qu'il ait l'impression sur la page d'accueil qu'on a ce qu'il lui faut. de rentrer Vraiment, dans le magasin, quoi. c'est ça, ouais. Il rentre dans le magasin, les trucs qui sont mis un petit peu, ouais, c'est ça, hein, comme dans les magasins, t'as des trucs qui sont mis en avant. Et c'est comme vous disiez, c'est la porte d'entrée principale vers tes autres pages, donc il faut que ça soit clair. Et bah, c'est là où tu redistribues ton jus. En vrai, la page d'accueil, c'est le chef d'orchestre du jus sur le site, donc c'est important d'avoir ces principales catégories. Après, du coup, tu vas avoir la page catégorie où, bah, en fonction, comme on le disait un peu plus tôt, en fonction du produit que c'est, tu peux potentiellement essayer de te focus sur un point de souffrance de tes utilisateurs pour ta page catégorie. Shampoing anti-pelliculaire non abrasif, si tu as 6 produits, bah, tu fais une catégorie juste pour ça. Tu as un petit chapeau de texte où tu expliques un petit peu à quoi servent ces shampoings-là, qu'est-ce que ça fait, etc. C'est quoi les bénéfices que tu peux en tirer. Euh, et ensuite, tu vas voir potentiellement sur les pages catégories, ça c'est le classique aussi, hein, encore une fois, je ne réinvente pas la roue, mais sur les pages catégories, une section FAQ en bas de page où tu réponds aux questions spécifiques à ce type de produit-là, shampoing anti-pelliculaire non abrasif, pourquoi, quand l'utiliser ou j'en sais, enfin là, elle est bidon celle-là, mais j'ai pas d'inspi, là je suis désolé, mais grosso modo, tu prends les principales questions que se pose le persona et tu y réponds. Double enjeu là-dessus, avoir des pages avec un petit peu plus de texte que simplement les produits. Donc, Mhm.
assez agréable pour le référencement. Et il y a quand même un gros enjeu optimisation taux de conversion, en ayant des informations utiles et, comme tu dis, qui traitent les pain points en fait directement sur la page catégorie. Ouais, c'est ça. Et si sur ta page catégorie, tu peux éventuellement encore, pour des produits qui méritaient pas spécialement de catégorie dédiée, mais que tu peux encore sous-diviser, Ouais. ça c'est vraiment cool aussi pour l'utilisateur, vraiment le guider en fait. En fait, ce Mhm. qu'il faut se dire, là on sort un petit peu du SEO, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un utilisateur, quand il arrive sur ton site e-commerce, il a besoin d'être guidé en fait. Il a besoin que tu lui dises, ça c'est la bonne option. Et ta page catégorie, elle tient aussi un petit peu ce rôle-là. Plutôt que de lui mettre 70 produits où il sait pas c'est quoi le meilleur, dis-lui, au lieu de lui dire ça c'est notre meilleur, enfin c'est le meilleur tout court, Ouais. pour X ça c'est le mieux, pour Y ça c'est le mieux, etc. etc. Ouais. Et même d'un point de vue sémantique, c'est bien parce que, encore une fois, tu vas plus couvrir le sujet. Merde. Euh, tu vas plus couvrir le sujet d'un point de vue sémantique en fait. Donc du coup, tu auras l'air plus legit. Oui, Sur les oui, pages, oui. sur les pages produits, il y a un peu la même logique, je trouve, en se contentant pas juste d'avoir une page produit où on a une photo, un titre, un prix, mais aller chercher des pages produits un peu plus fortes avec un petit peu de contenu en dessous. Où on va, pareil, traiter des pain points ou alors proposer des photos différentes du produit, une petite vidéo, des choses un peu C'est ça. Ouais, c'est complémentaires. ça. Tu vas avoir, justement, c'est ce que j'allais dire après sur la page produit. Tu as tout ce qui est description produit optimisé. On cherche pas spécialement à dire un truc full corpo. Il faut vraiment que ça parle à l'utilisateur, qu'il ait l'impression qu'on connaisse son problème et qu'on y réponde. Euh, Si possible, de la preuve sociale, ça marche bien quand même. Franchement, là, sur les pages produits, tout ce qui est preuve sociale, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que Tout tu ce qui embarques est dedans dans de la quoi preuve sociale? Qu'est-ce que tu inclus dedans? preuve sociale, les reviews, avoir des reviews et qu'elles aient l'air un minimum fiables. Parce que honnêtement, des reviews qui ont été faites par l'admin du site, ça se détecte, hein. Même si tu as l'impression d'avoir été très inspiré, ça se voit, ça se grille. Et là, tu peux être sûr que tu vendras pas à cet utilisateur qui t'a grillé. Donc ça c'est pas ouf. Le Ouais. mieux, c'est vraiment d'avoir un. Moi, c'est ce que je dis assez souvent, mais le mieux, c'est d'avoir un produit où les utilisateurs sont contents d'en parler Ouais. d'eux-mêmes. Et s'il n'y a pas. Parce que parfois, ton produit est peut-être bon, mais c'est peut-être ton SAV qui est naze. Ou tu peux même avoir un mauvais produit, mais des bons retours parce que tu as un bon SAV. Ça, pour avoir Ah tes. ouais. Enfin, moi, honnêtement, j'ai fait de la vente de la vente en ligne pour des biens dans des jeux vidéo. Bon, c'est un peu bizarre. Notre produit était un peu naze, mais on avait vraiment, on avait le meilleur SAV du monde. En gros, notre produit, 2 fois sur 3, c'était naze. Genre, le mec, il avait une mauvaise expérience dessus. Mais vu qu'à chaque fois que quelqu'un venait se plaindre, on lui donnait direct un truc en échange, plus un petit truc en bonus, on répondait vite, etc. Bah, du coup, vu que le SAV était au top, derrière, l'expérience était au top et les gens Ah en parlaient naturellement. ouais, t'as un sentiment négatif qui est rattrapé directement par un sentiment super positif et au final, C'est ça. tu conserves plus C'est le ça. positif, quoi. Bah, c'est un peu comme, je sais pas, t'es sur LinkedIn, tu te chauffes un peu avec quelqu'un, tu vas en parler en MP, puis quelques jours après, c'est ton pote au final, parce qu'au final, tu dis, bon, ça va en fait. Ouais, carrément, ouais. Mais, mais non, mais déjà, ouais, t'as cet aspect-là, je pense, qui est important, c'est que tes utilisateurs parlent en bien de ton produit, et ça pareil. Après, ça, je sais pas si c'est le genre de conseil que vous donnez, mais je sais qu'à l'époque où je regardais pas mal le dropshipping, il y avait un truc qui revenait souvent, c'était quand un utilisateur demande un remboursement, donne-lui. Genre vraiment, cherche pas, enfin, sauf si c'est vraiment très récurrent, mais cherche pas à justifier, te mets pas dans une journée de merde, machin, etc. T'en auras très peu, tu lui donnes juste direct, tu lui dis bon bah désolé pour la gêne occasionnée, tu lui donnes le remboursement et ça s'arrête là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Amazon s'est imposé. Parce que Ouais. Amazon, tu leur dis j'ai eu un problème avec X, d'accord, tenez, voici votre argent. Point. Il n'y a pas de. Et c'est ça qui fait qu'on a confiance dans le fait d'acheter avec Amazon. Ouais, c'est vrai. C'est un retour d'expérience que j'ai beaucoup, moi, à ce niveau, pour l'avoir expérimenté. Le fait d'avoir un service client ultra qualitatif quand on est une TPE, c'est notre carte maîtresse, en fait. Quand on Ouais, est c'est plus important que le produit. c'est quasiment plus important que le produit parce que ça nous permet de nous différencier par rapport à souvent des gros sites qui ont parfois des services clients un petit peu plus informels, un peu plus chiants. Et derrière, tu vois, ce que tu disais un petit peu, le mindset de demande de remboursement, on rembourse. Ça, pour l'avoir expérimenté, ça marche très bien aussi. Petit disclaimer là-dessus, il faut qu'au niveau des marges de votre e-commerce et au niveau de votre secteur d'activité, ça le fasse aussi.
parce que dans certains secteurs, les marges peuvent être trop faibles pour faire ça. Et ça donne un sentiment ultra agréable en fait. Et derrière, tout de suite, ça donne même sur le remboursement, c'est quelque chose, vous n'avez pas aimé le produit, mais si derrière on vous le rembourse sans poser de questions, bon bah potentiellement vous allez recommander en fait. Parce qu'il n'y a pas de risque, c'est une notion de risque. C'est ça, et on se dit souvent, ouais, mais je vais avoir beaucoup de gens qui vont en abuser. Bah, déjà, moi, c'est ce que j'appelle un problème de riche. C'est que si t'as beaucoup de gens qui viennent en abuser, c'est que ta marque est connue et fait de la thune de base. Donc, honnêtement, te prends pas la tête avec ça. Tu te focuses sur le mauvais métrique. Genre, ou alors, il faudrait vraiment que tu sois unlucky pour que ton pauvre petit site e-commerce qui a vendu que 10 commandes depuis son existence. Tout le monde demande Il y a un mec qui vient, il y a un mec qui vient, il gratte, il dit oh les gars ici ça rembourse, venez tous. Je pense que ça c'est quand même, il y a quand même assez peu de chances que ça t'arrive pile à toi. Ouais, clairement, moi, c'est une recommandation principale. Mais ouais, sans franchement avoir ça, éventuellement bah, sur certains types de produits, pourquoi pas des témoignages vidéo aussi, pareil. Ouais, c'est ce que je pense C'est aussi, ouais. tout ce qui est témoignage vidéo et des vrais en fait, c'est toujours pareil, ça se sent quand c'est faux. L'amateurisme de Sandra, 37 ans, qui fait une review produit, il n'est pas copiable. Genre le côté un petit peu, elle sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle a envie de dire des trucs gentils, mais elle sait pas trop ce qu'elle fait. Ça, tu peux pas le produire en fait. Ouais, Et une sincérité, ouais. c'est ça une sincérité, ouais, une sincérité Bah, qui c'est vrai est que pas reproductible. c'est carrément dans ce sens-là qu'il faut travailler tout ce qui est Mhm. lié aux avis au final, hein. C'est ça, mais sinon après oui, bien sûr, t'as tout ce qui est les balises schémas, ça c'est très très important de bien structurer son contenu, donc bien utiliser les balises schémas pour afficher son prix, pour afficher le fait que son produit est en stock. On peut aussi mettre les délais de livraison, et ça je trouve ça assez cool en vrai. Franchement, ouais, tu peux je sais que je l'ai vu sur 2-3 SERP e-commerce, et c'est trop cool. Tu sais, tu vois, genre, je sais pas, livré en 48 heures, en vrai, ça a une plus-value de fou. Ouais. Enfin, moi je sais qu'en tant que consommateur, il y a des marques qui font des trucs vraiment cool, mais je n'achèterai jamais chez eux. Je sais pas si vous connaissez Asphalt. C'est ok, ouais. Euh, Ça me dit quelque Qu'est-ce chose. qu'est-ce qui te bloque là-dessus? C'est des vêtements? C'est en gros, alors c'est du prêt-à-porter pour eux, mais en gros ils produisent sur mesure, c'est-à-dire que avant, Commandé. ouais, voilà, c'est de la précommande. Et moi, en gros, moi, j'ai la flemme d'attendre 3 mois, tu vois. Donc à chaque fois, je me dis, ah, il est sympa ce t-shirt, mais 3 mois, ouais, non. Il y a un côté 24 heures dans ta boîte, let's go quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc vraiment, je pense Ouais. que c'est. Mais ça, vraiment, le mettre dans les balises schéma et que ça soit visible aussi sur les résultats de recherche quand Google décide de l'afficher, c'est vraiment pas mal, quoi. Les Bah, balises schéma, on peut les rajouter directement sur une page produit en allant modifier le thème, il n'y a pas d'autre solution. Ça Alors, je pense que tu as des extensions Shopify qui le font pas Ouais. trop mal. Je sais que tu as des extensions WordPress qui le font très bien. Yoast te permet de le faire. Donc, t'as pas spécialement besoin d'aller bidouiller dans le code. Ouais. Après, si c'est une page que tu as fait toi-même sur mesure, il va falloir. Ouais, mais tu as des générateurs en ligne. Franchement, tu as des générateurs en ligne qui te permettent de le faire et tu as des outils Google ensuite pour tester justement ta balise schéma et voir si les données sont bien récupérées. On vous le mettra dans les contenus, ça aussi. Ouais, carrément, ouais. Du coup, on a vu plein de choses. Peut-être pour synthétiser et finir là-dessus, si on devait définir 5-6 actions ultra activables à réaliser si on était un petit commerçant, qu'on venait de monter son site e-commerce et qu'on voulait développer son SEO, ce serait quoi? Déjà, la toute première, si c'est pas encore fait, installer la Google Search Console. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Je suis tombé sur trop de sites où on veut l'auditer, ils nous disent on n'a pas la Search Console. Je dis mais comment? C'est l'outil qui va te permettre d'avoir une overview de qu'est-ce que cliquent tes utilisateurs pour arriver sur ton site. Ouais. Et si tu le mets au début, quand tu commences à avoir du trafic, derrière, tu es capable d'aller réoptimiser plus tard en fait. Vraiment, en SEO, t'as deux moments clés en SEO quand tu vas créer du contenu et quand tu vas réoptimiser du contenu. Et tu peux avoir des résultats de malade sur de la réoptimisation de contenu. Moi, je sais que sur un site e-commerce qui stagnait depuis 2 ans à rien du tout en termes de volume de recherche, on a juste fait de la réoptimisation, on a checké tout ce qui est balise H1, balise title, etc. sur l'intégralité du site. On a été repousser des pages qui avaient un potentiel mais qui étaient position 30. Et au bout de 3 mois, ils nous ont appelé en mode alors, ils ont une réaction un peu bizarre, mais ils nous ont appelé en mode les gars, ça a tellement bien marché le SEO qu'on va arrêter. Ouais, vraiment, on était là en mode
Bah non, mais ils étaient sincères dans leur démarche. Ils étaient vraiment sincères dans leur C'est démarche en bon, mode. on a atteint les objectifs. Trop bien. Ils étaient étonnés que ça marche aussi vite et aussi bien, et ils étaient là, bah, l'accompagnement il est déjà remboursé en fait. Tu sais, ils margeaient déjà pendant l'accompagnement, ils margeaient sur l'accompagnement. Ouais. Ça, je préfère être honnête, dans un accompagnement SEO sur les premiers mois, c'est très très rare, hein. Faut Oui. pas s'y attendre. Et pareil, un prestataire qui vous dit c'est rentabilisé dès le premier mois, pourrait très vite dans l'autre direction. Ouais, c'est vrai que moi souvent je dis 3 à 6 mois quoi. C'est ça, ouais, je pense que c'est un ordre d'idée. Après, tu peux avoir des résultats un peu plus vite, mais vraiment rentabiliser l'accompagnement, marger dessus, Ouais. euh, bah, on peut pas prédire en fait. Vraiment, on peut pas prédire. Tu vas avoir des accompagnements SEO qui vont, c'est triste, hein, mais qui vont pas être rentables. Parce que, Mhm. Ouais. que ça soit côté prestataire, le prestataire qui a mal capté, Oui. ou que ça soit côté client. Parce qu'il faut pas, quand on prend un prestataire SEO, il faut aussi être dans une logique soi-même de se dire, ok, ce mec-là va me dire des trucs, il y a certaines choses avec lesquelles je vais peut-être pas être d'accord, Ouais. Je mais il s'y connaît. Donc même si je suis pas d'accord là-dessus, et même si mon article de 2002 dit le contraire, bah, je vais l'écouter bêtement au début et je vais voir si ça marche. Je pense qu'il Ouais. faut vraiment être dans cette approche-là si tu veux avoir de bons résultats. Et si le mec aussi en... Tu disais? Ouais. Logique de test, en fait. Au départ, il faut prévoir un budget pour tester le canal, valider le fait qu'il y a un potentiel de rentabilité. Euh, c'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas non plus, et ça dépend de la manière dont on exécute la stratégie. Et comme tu le dis, autant du côté prestataire, bon ou mauvais prestataire, autant du côté de l'entreprise, est-ce que vous allez appliquer les recos ou pas? Et ça fera toute la différence aussi. C'est ça, ouais. Et Donc, installer la search. pour tout ce qui est, off-page, malgré tout, j'aurais quand même voulu faire une petite divagation là-dessus parce qu'il y a quand même deux bonnes choses qui sont vraiment actionnables. Et là, on est sur du lien qualitatif et ça, tu peux le faire au début de ton activité. Ouais. C'est tu vas aller récupérer les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner et derrière, tu vas ajouter entre guillemets écrivez pour nous ou write for us en fonction de ton domaine. Et en gros, du coup, ça va te faire ressortir des sites des blogs sur la thématique de ton mot-clé pour lesquels on te Ouais. demande d'écrire des articles. Et la plupart du temps, ces articles-là sont gratuits. Enfin, en gros, on va pas te faire payer pour le lien, tu auras juste à produire un contenu. Et ça, en vrai, au tout début de ton activité, en termes d'autorité, c'est bien de le faire au début. Franchement, ça fait partie des choses qui sont bien à faire au début. Ah ouais, c'est cool. Et si jamais tu es un petit peu plus avancé dans ton activité, tu as Ferry Casoni qui a fait un super test il y a pas longtemps. C'est un SEO anglais qui a fait un test génial. En gros, il travaillait pour un client qui est dans le monde de la loterie en ligne. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été récupéré sur Google Keyword Planner tous les volumes de recherche de la loterie. Ensuite, dans les top 100 mots-clés, il a checké par ville. Et grâce à ces top 100 mots-clés plus les villes, il a été capable de dresser une liste des top 100 villes où les gens sont le plus accros à la loterie. Et du coup, ensuite, il allait voir tous les journaux locaux. The Sun, machin, etc. Vraiment enfin, le The Sun, je crois que c'est plutôt national, mais t'as des journaux locaux. Il leur a tous envoyé l'article en mode bon bah les gars, voilà, j'ai fait cet article-là. Je sais pas, il allait voir l'article local de Liverpool où ils étaient quatrième et ils ont dit bon bah il a envoyé la headline en mode Liverpool quatrième dans la liste des villes machin etc. Ok. Bah, ça c'est du snack content qui va faire cliquer en vrai. Ça va faire cliquer parce que le sujet de la loterie au Royaume-Uni c'est quand même plus répandu que chez nous, tout Ouais. comme aux USA c'est quand même plus répandu que chez nous, c'est plus dans la culture. Ouais, et puis il avait déjà justifié un intérêt, du coup, il savait que... C'est ça. Et en gros, bah, il leur a filé un contenu qui est déjà pré-mâché. Les mecs, ils ont juste à le réécrire et à le sourcer. Et derrière, il a obtenu des super backlinks, du do-follow, de super gros domaines. Et il l'a pas acheté. Il a juste envoyé ça aux équipes rédac des... Et ça, du coup, tu peux le répliquer en fait. Admettons, je sais pas, tu vends des accessoires pour chiens. Bah, tu fais top 20 des villes les plus dog-friendly ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, tu sais, tu trouves un moyen Ouais. data et tu fais un truc qui a vraiment de la valeur et après tu vas voir, je sais pas, moi je suis un ancien Rouennais, si tu vas voir le Paris-Normandie et que tu lui dis Rouen est troisième dans les villes les plus dog-friendly, t'es sûr qu'ils vont reprendre ton article. Genre vraiment, ils vont même pas, si c'est un Et, c'est et tu penses que tu peux arriver en disant, voilà, ma data, je me base sur les volumes de recherche. ouais, ça, bah oui, dans tous les cas, si tu le sources, c'est que c'est fiable. Franchement, après, là, j'ai donné l'exemple des volumes de recherche, mais tu peux le faire, tu peux aller chercher autre chose, hein. C'est de faire de la data maison, on va dire, prouver notre expertise et après l'amener sur des sources d'autorité pour le publier en citant la source, en faisant un lien sur notre site.
c'est ultra intelligent, je trouve, et c'est un truc que j'aimerais bien tester, tu vois, c'est une bonne idée. Franchement, pour avoir du gros lien en naturel, c'est vraiment fou. Parce C'est qu'en fait, en gros, tu t'appuies sur un truc qui est assez drôle, c'est le côté tribal. Enfin, le fait d'appartenir à une tribu, en gros, quand tu habites dans une ville, toutes les news rigolotes ou positives ou négatives à ce sujet-là, tu vas avoir tendance à les lire. Et ça, du coup, les journaux locaux, bah, ils s'en servent. Et si t'as des trucs comme ça, tu sais que ça va marcher, tu vois. Genre, c'est du snack content, tu vois. Il n'y a pas de la grosse qualité, mais ça marche. Honnêtement, ça marche. Et ça, je trouve que ça va. En termes d'acquisition de liens, ça va. Je trouve qu'on est quand même dans la zone verte ici. Et moi qui suis pas trop fan de off-page, ça va. Cette pratique-là, je suis assez pour. Trop Il m'a trop aimé faire. Bah, Trop tant mieux. intéressant. Et ok, donc installer la search, aller développer du backlink, mais en organique d'une manière un peu maligne du coup. Mhm. Ensuite, du coup, réinstaller la search, aller chercher du backlink en organique en étant un petit peu malin. Ouais. D'autres recos? Bah, tu vas voir aussi tout ce qui est checker son balisage en fait, vraiment faire reprendre son site. Est-ce que j'ai bien une balise H1 par page? Est-ce que j'ai bien une balise titre par page, une balise description par page? Est-ce que ma balise titre sur la page des shampoings c'est shampoing ou est-ce que c'est shampoing plus quelque chose, etc. Vraiment aller chercher. Sur une balise titre, on a 600 pixels de large, faut aller chercher les 600 pixels de large. Clairement, faut clairement optimiser ça. Et parce que ça, pareil, c'est toujours pareil, mais en gros, c'est mathématique en fait. Plus tu prends de place dans les résultats de recherche, plus tu as de chances que les gens cliquent dessus. Plus t'es voyant, plus ça marche. Ouais. Donc C'est ça physique, faut. presque. Oui, c'est ça, ouais. Euh, Donc franchement, à ce niveau-là, vraiment les basiques, hein, tout ce qui est balisage, je suis totalement pour. S'assurer d'avoir vraiment mis toutes les bonnes balises schéma partout, parce qu'en fait, en gros, la balise schéma, ce que ça fait surtout, c'est que ça met en forme ton contenu pour que Google puisse le comprendre. C'est bien que Google puisse accéder à ton site, mais c'est encore mieux que Google puisse vraiment lire ton site et comprendre ce que tu as comme données dedans. En fait, ça c'est vraiment, je pense, fondamental dans un site e-commerce, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des photos qui sont mises en avant. Ça pour moi c'est le Graal. Dans le e-commerce, avoir les 8 photos, ça c'est le Graal absolu, parce que bah, tu prends une place de ouf et tu donnes envie à Ah oui. l'utilisateur en fait. sur des pages qualifiées, Puis là en dessous de ta description sur la SERP. C'est ça, ouais, c'est ça. je Et crois. ça c'est le Graal, et pour ça, bah, il faut bien avoir structuré son contenu et tout. Et ensuite, en gros, dans un e-commerce, au tout début, si c'est toi qui gères ça et que tu délègues pas ça à un prestat, faire gaffe à tes photos. Genre vraiment, c'est le souci le plus commun que je vois en termes de perf. La plupart du temps, genre tu vas avoir des gens qui... En fait, en gros, si tes photos ont le format .png, il y a un problème. Genre, il y a fondamentalement un problème. C'est le format le plus lourd et tu vas avoir des gros soucis de perf. Mm. Donc, combien de fois j'arrive sur des sites e-commerce, je me dis, oh, elle est un peu longue à charger cette page. Je regarde, t'as une photo qui pèse 10 MO sur la page d'accueil. Ça, tu peux être sûr que c'est très, très, très négatif. Ça. Ouais. Avec 5 photos de DMO qui. Ouais, c'est ça. Bah, alors, déjà, ça, je vais me faire des ennemis, mais déjà, les carousels, on oublie. Voilà. Ouais. Les- Les sliders, Parce qu'en fait, les carousels, tu veux dire, ouais. c'est ça. Tout ce qui est slider et carousel, bah déjà c'est une merde à gérer pour tout ce qui est balisage. On m'a posé la question en MP il y a 3-4 jours. J'ai un slider tout en haut, je fais comment? Je mets une balise H1 au premier et des H2 au deuxième. Je suis là en mode. C'est genre, Galère. c'est ça, c'est juste galère. Et le problème, c'est pas tant les sliders ou les carousels, mais c'est la manière dont ils sont faits. La plupart du temps, c'est des extensions euh, WordPress. Slider. Ouais, voilà, ouais, Revolution Slider. Oh là là, quoi. Le À chaque fois que tu mets cette extension-là, tu te dis, bon, je perds 30 points dans Google Play Speed. Mais Et c'est le du client coup, qui le veut. comment tu peux faire pour facilement optimiser tes images quand tu as un petit e-commerçant comme ça pour pas surcharger tes pages produits? Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est si jamais tu as moyen, essayer de savoir c'est quoi la taille finale qu'il y a sur ta page produit. Vraiment, la taille de l'encart, si tu as moyen de le savoir, fais-le. Et essaie de pas donner des images déjà plus grandes que ça, au moins pour la version PC, et ensuite sur la version mobile, peut-être que ça sera un peu resize, mais au moins tu limiteras la casse. Ça, c'est le premier truc, parce que la plupart du temps, genre vraiment, j'ai audité un site il y a pas longtemps, c'était une toute petite photo en bas de la page d'accueil. Quand tu l'ouvrais, c'était du 5700 par 3900. T'es là en mode, ah oui, je peux faire, je peux l'imprimer sur mon mur. Donc Ouais. déjà ça, T'as
T'as une extension sur Chrome pour mesurer en pixels Je suis en train de Elle n'existe pas et je suis en train de la faire. Olé! Je suis vraiment premier degré, c'est en gros, je suis en train de. Parce que vraiment, ou alors peut-être qu'elle existe, mais je l'ai pas vue. En gros, je suis en train de faire une extension, parce que c'est un problème que je rencontre souvent, où en gros, quand tu l'utilises, ça va te dire quelles sont les images qui sont affichées, où il y a un écart de plus de 30% entre la taille réelle et la taille affichée. Moi, j'ai mis 30% parce que j'estime que 30% ça va, mais au-delà de ça, on a un resize qui est trop important. Ouais, ouais. Et en gros, ça va te les afficher en rouge et tu auras un petit bouton télécharger au format WebP, c'est-à-dire que ça va récupérer toutes tes images, les envoyer, les processer au format WebP et te les renvoyer. Et je trouve que c'est plutôt quali, tu vois. Je trouve que c'est plutôt quali. Ok, Et non, bah, je l'ai pas vu, donc je vais le faire. ok, ouais, je vois, parce que moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps de faire des screens, après importer sur Photoshop, mesurer, machin. C'est Ouais, non, mais ça, des ça c'est. galères. C'est relou, c'est soit ça ou tu passes dans l'outil inspecté et pareil, c'est si t'es pas à l'aise avec ça, Ouais, je le conseille pas. ouais, Mais sinon, si tu veux faire ta compression en ligne, t'as des outils, hein. Si t'as des images PNG, t'écris PNG to WebP oui, sur Google et tu vas avoir un compresseur, ça va bien marcher. ouais, t'as une bonne Et idée. après, t'as des compresseurs juste pour la taille et la compression pure et dure, Optimizilla par exemple. Oui, Euh, mais voilà, donc t'as des outils déjà pour le faire, mais je pense que c'est vraiment un vrai sujet parce que ouais. quand t'es sur mobile, parfois ça peut vraiment genre bousiller tes perfs en fait. Et là, t'avais Amazon qui avait fait des études là-dessus, plein de sites ont fait des études là-dessus. Ouais. Chaque seconde que tu rajoutes autant de chargement, t'as 7% de conversion qui se barre. Enfin, c'est aberrant quoi. C'est énorme, c'est énorme. Bah, ouais, c'est ça, c'est que c'est juste énorme. C'est c'est-à-dire que tu as tout fait, tu as une strat, t'es placé, machin, etc. Et en bout de chaîne, tu perds les trois quarts de tes conversions parce que bah, X ou Y. C'est un peu dommage, tu vois. Donc c'est pour ça. Moi, je pense que tout ce qui est SEO UX, pour moi, c'est vraiment assez interdépendant. Et je sors souvent avec mes clients, je le sors très très souvent de mon scope de SEO en leur disant, bon, écoutez, je peux pas, j'ai pas run Clarity sur votre site, j'ai pas mis Hotjar ou quoi que ce soit. Ouais, Mais d'expérience, ce que vous avez fait là, vos utilisateurs ne le comprendront pas. Moi-même, j'ai eu du mal. ouais. Ou alors, ça, c'est pas spécialement une bonne pratique, etc. On n'est pas dans le SEO, mais quand c'est trop voyant, tu te sens obligé de le C'est dire quand même. important d'alerter, ouais, carrément. Ok, ouais. Et ensuite, en dernier tips, je dirais, c'est vraiment le classique que j'ai déjà cité avant, mais je trouve qu'il est vraiment puissant. Enfin non, c'est Yes. l'avant-dernier tips, pardon. L'avant-dernier tips, du coup, c'était vraiment tester ces balises titres avant d'arriver en première page via du ads. Si vous avez le budget pour le faire, franchement, faites-le. Je trouve vraiment c'est un super super tips parce Ouais. que ça coûte pas non plus des masses et dans tous les cas, de base, je sais pas si vous c'est les strats que vous faites avec vos clients, mais je pense vraiment que quand tu fais une strat avec un client, t'es mieux de faire les deux en fait. Enfin, tu sais, d'avoir à la fois du ads et du SEO. Donc, si ta stratégie d'acquisition contient les deux, bah, c'est temps pour tester tes balises, quoi. Faites du A/B testing. Ouais. J'avais jamais trop eu cette vision-là, elle est super intéressante. Ouais. Et ensuite, dernière chose, le dernier conseil, mais le plus important. Et d'ailleurs, ça fait écho aussi avec un conseil enfin, pour détecter les mauvais prestataires, s'adapter. En gros, tu pourras jamais savoir ce que va donner ta stratégie SEO. Si tu travailles avec moi, je pourrais avoir une idée, mais en gros, dans tous les cas, je vais te donner un plan A. Si on voit que Google réagit bien mieux à ça, 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 bah on va s'adapter en fait. C'est parce que peut-être que toi tu préfères vendre le produit A, mais s'il y a plus de demandes sur le produit B et que tu te places bien mieux, bah on va d'abord optimiser sur ça et peut-être qu'au final tu vas te spécialiser là-dessus, etc. Oui, oui. Franchement, le fait de s'adapter à ce qui arrive et de ne pas être borné dans une stratégie, je pense que c'est relativement important. Et c'est ce que je veux dire par rapport au prestataire. C'est un prestataire à qui tu demandes un audit et après avoir regardé 3 secondes ton site, il te dit bon bah c'est bon, j'ai vu tout ce que je voulais voir, c'est ça, ça, ça le plan. Pour moi, c'est un red flag parce que il doit y avoir un échange avec toi, il doit te poser les questions, qui sont tes consommateurs, machin, etc. Ouais. On n'est pas dans de l'UX, on n'est pas sur de la création de landing page, enfin, remarque si quand même en SEO parfois, mais il faut qu'il y ait cet échange parce que bah, j'ai beau savoir ce que c'est que du shampoing, je pense qu'il y a personne qui connaît mieux que toi tes Ouais. produits shampoing en fait. Genre, enfin, toi et tes clients, comme les personnes les connaissent mieux, donc il faut ça quoi. Ouais, pour pouvoir même axer sur la tonalité de rédac ou même aller plus loin dans la production de contenu, c'est vrai que
Et j'ai aussi d'ailleurs un autre tip pour les FAQ. Je sais qu'on on me dit souvent, bah, j'écris quoi dans les FAQ? Et moi je réponds souvent, bah, ce que demandent vos clients. Enfin, ça paraît con, mais c'est important de garder les échanges mail, les échanges clients, etc. que tu as au téléphone. Quelles sont les questions que posent les clients? J'ai un client qui m'appelle avant d'acheter tel produit, il demande ça, ça, ça. Est-ce que je réponds déjà à ces questions? Non, bah je le fais. Ou alors si c'est vraiment une question what the fuck, tu la mets pas. Mais t'as quand même pas mal de questions qui reviennent assez souvent. Plutôt que de mettre pourquoi mon produit est génial A, pourquoi mon produit est génial B, réponds aux questions que se posent vraiment tes utilisateurs dans les FAQ. Parce qu'en fait, t'as pas mal de gens qui sont en mode oui, mais l'opti SEO, on en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est dans tous les cas, tu vas aborder le champ sémantique, tu vas améliorer ta sémantique en répondant à ces questions-là. Il faut rester orienté utilisateur. Genre, faut pas juste penser full opti, machin, etc. L'utilisateur, c'est celui qui décide au final qui reste et qui reste pas dans les résultats. Donc, faut travailler pour lui. Oui, Total. ça reste dans la démarche où le contenu et le web en général est là pour apporter des réponses aux questions, pour apporter de la valeur aux personnes qui utilisent cet outil et pas forcément pour être que dans du biz et que dans la performance on-off, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, du coup, on a bien fait le tour. Merci Kevin pour ta présence dans ce podcast. C'était vraiment passionnant comme discussion. J'espère de tout cœur qu'on a réussi à vous apporter un maximum de valeur, que vous êtes chaud pour vous lancer sur votre stratégie SEO. Maintenant, vous avez des tips, des astuces, des recommandations données par Kevin pour vous lancer là-dedans et bien démarrer le SEO. Je vous remercie chaleureusement tous ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver plein de contenus ultra pertinents pour vous en description. Et en attendant, on vous dit à bientôt, passez un bon moment et à bientôt dans l'arrière-boutique. Ciao! Salut à tous, merci.